Bonsoir Frédéric Fougera. Bonsoir. Vous êtes président de Tenkan Paris. Nous accueillons également Ambroise Méjean. Bonsoir. Vous êtes président des Jeunes avec Macron et à vos côtés Charles-Henri Gallois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Génération Frexit. Que des présidents ce soir, décidément. Alors attention. Alors l'actualité, c'est ces nouvelles que nous attendions ce lundi, qui devait apporter son lot d'éclaircissements dans l'enquête sur la mort suspecte du principal d'un collège de Lisieux. Je vous rappelle que la victime a été retrouvée morte au sein de son établissement vendredi matin. L'homme s'y était rendu après le déclenchement d'une alarme correspondant à une intrusion. L'autopsie du corps a été pratiquée ce jour, mais elle ne lève pas encore toutes les zones d'ombre. C'est Célia Barotte du service police-justice qui nous précise les conclusions de cet examen. Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel. Selon le parquet de Lisieux, l'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vittel et ont tenté de rechercher des traces, des ecchymoses, des lésions traumatiques. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises, c'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel. Et ces organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux. Et il y avait, selon elle, de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique. Analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de vidéosurveillance du secteur et les auditions vont se poursuivre. Voilà, l'autopsie n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Il faut donc des analyses supplémentaires. Ambroise Méjean, ça ne fait que... Évidemment, on va se prononcer sur une enquête en cours, mais c'est vrai que cet événement a choqué tout le monde. Enfin, les circonstances et puis tout ce mystère qui entoure la mort de cet homme. Oui, vous avez raison. D'abord, il faut effectivement avoir des pensées pour à la fois les personnels de cet établissement qui ont été très choqués. La députée européenne Renaissance qui est dans cette circonscription connaissait le proviseur. Elle nous en a parlé à un moment sur les antennes. Il faut aussi avoir des pensées pour les élèves. Un certain nombre se sont rendus d'ailleurs sur les lieux pour rendre hommage à leur proviseur. Et puis évidemment, il faut faire confiance à la justice et à la police qui enquêtent sur ce qui s'est passé, sur les circonstances de ce drame. Moi, je pense que quand on est collégien ou lycéen, on a une forme d'attachement au personnel de l'éducation nationale. Ma petite sœur qui passait le bac cette année, effectivement, était attachée à ses professeurs, aux responsables de ces établissements. Et on donc, y passe énormément de temps. On y passe énormément de temps. Et mine de rien, c'est des gens qui sont dans notre quotidien et qui font un métier qui n'est pas forcément évident parce qu'il s'agit de... Moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais au conseil d'administration des établissements. Et c'est vrai que le travail des proviseurs est un travail qui est complexe parce qu'il s'agit de réussir à mettre d'accord à la fois les professeurs, les personnels d'éducation, les élèves qui parfois ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'il y a à faire dans le lycée. Et ils jouent un rôle de concertation et de direction qui est essentiel pour nos établissements. Donc je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est rendre hommage au travail de ce proviseur décédé et attendre les suites de l'enquête et souhaiter un plein soutien à sa famille, aux élèves et au personnel de l'établissement. Charles-Henri Gallois, on sait que c'est son épouse aussi qui a déclenché, qui a alerté en posant de fait énormément de questions sur le fait qu'il ait pu être agressé, sur le fait qu'il y avait eu une intrusion et qu'il ait reçu un coup. En tout cas, les circonstances dans lesquelles on a retrouvé le corps avec des lunettes un peu plus loin laissaient penser qu'il avait été victime d'une attaque. Alors évidemment, vous avez raison, il faut attendre comme d'habitude les conclusions de l'enquête. Il n'en reste pas moins que c'est quand même des circonstances assez troublantes. Vous l'avez dit, il y avait des traces d'intrusion. C'est la fille qui a retrouvé le corps de son père qui a hurlé. Après, la mère, évidemment, a alerté là aussi les secours. Mais ça s'inscrit quand même dans un climat global. J'imagine qu'on va en reparler dans d'autres sujets. D'une insécurité qui est galopante en France et très inquiétante. On n'est pas loin, j'allais dire, de non-assistance à peuple français en danger. Si on regarde les chiffres, c'est criant. Entre 2008 et 2020, le taux d'homicidité a fait du x2, il a plus que doublé même d'ailleurs. Alors heureusement, la médecine a progressé, donc c'est pas à chaque fois un homicide, mais c'est un taux qui est très important. Et surtout, si on prend les agressions, donc les coups et blessures volontaires, on est sur du x7 par rapport à 1989. Donc on voit que cette situation devient hors de contrôle.
Et on a évidemment une pensée pour les élèves, une pensée pour la famille, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français ce soir, et en général, qui sont très inquiets par la tournure qui est en train de prendre la France. Et je pense qu'on aura l'occasion de le développer, mais il y a une sorte d'impunité totale en France, et ça amène évidemment la question du laxisme judiciaire qu'on retrouve sur des affaires qui sont maintenant quotidiennes. J'en entends certains qui disent qu'il ne faut pas récupérer les faits divers, mais j'ai envie de dire, quand vous avez des faits divers tous les jours en France, c'est plus des faits divers, c'est un fait de société. Et le fait de société, c'est une insécurité galopante, c'est ce laxisme judiciaire. Et normalement, quand on est dans un fait de société, ça doit appeler à des réponses politiques. Ce qui peut inquiéter les Français, c'est surtout qu'on parle d'agressions, d'attaques qui peuvent toucher n'importe qui. Quelqu'un dans les fêtes de Bayonne, un proviseur, une jeune femme à Cherbourg, on en parlera tout à l'heure. Et peut-être que cette image d'une violence qui était lointaine donne l'impression de se rapprocher de chacun des Français. Et c'est en ce sens qu'ils peuvent se sentir inquiets aussi de sa capacité qu'a l'État, normalement, à les protéger. Exactement, là vous avez raison, il y a eu Bayonne, mais il y a d'autres affaires. Enfin, on a vu Cherbourg, il y avait avant Axel, Philippe, Enzo. Enfin, on est dans une telle société en fait de zapping que je pense qu'une partie des Français oublie en fait l'accumulation de faits qui est accablante, et je pense que les Français sont très préoccupés par ce problème. Il faut amener une réponse forte, et la réponse forte pour arrêter l'impunité, c'est évidemment des peines judiciaires beaucoup plus lourdes. Enfin, on le voit en permanence. Alors certains nous expliquent que la population carcérale en France, c'est mal parce qu'on est au-dessus du taux. On a 76 000 personnes pour 60 000 places de prison. Sauf que là-dedans, vous avez quand même 19 000 étrangers. Enfin, dans un état normal, logiquement, on expulserait peut-être les 19 000 étrangers pour laisser des places et pour appliquer des vraies peines en France. Il y a une affaire aussi qui me vient à l'esprit, qui est terrible, c'est l'affaire Shaina, que vous avez peut-être suivi. On parle d'une petite enfant qui avait quand même 13 ans, qui a subi un viol collectif filmé, et les auteurs des faits sont s'en tirés avec du sursis. Donc quand je parle de laxisme judiciaire, là c'est très concret, et on le voit au quotidien. Et cette impunité qui est créée derrière a fait que 2 ans après, à 15 ans, cette même pauvre petite fille a été brûlée vive, et l'auteur a pris 18 ans de prison. 18 ans de prison, dans 9 ans il sera sorti. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une justice qui dissuade les criminels? Moi en tout cas je ne le pense pas. Malheureusement, en reparler au sujet d'autres affaires. Quel message on envoie, Frédéric Flogera, aux Français qui peuvent avoir justement l'impression que cette violence se rapproche du pas de leur porte? Alors on peut leur envoyer différents messages suivant l'intention qu'on peut avoir. Moi, je voudrais juste revenir un instant sur l'émotion. Je comprends des Lexoviens et des Lexoviennes, c'est le nom des habitants de Lisieux. Je connais bien parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai été le directeur de cabinet du maire de cette ville. Et cette ville, il faut comprendre que c'est une ville importante parce qu'elle reçoit énormément de touristes et de visiteurs, mais c'est aussi une relative petite communauté. Et donc, je pense que c'est l'ensemble de la population qui est touchée et marquée par cet événement, parce que c'est un peu un petit village normand, c'est plus que ça, mais je ne veux pas caricaturer. Mais donc, on peut comprendre l'émotion toute particulière que ça représente. Pour revenir sur votre question sur le message, tout dépend de la façon dont on souhaite le politiser. C'est un fait politique, ce n'est pas seulement qu'un fait divers, c'est un fait politique. Et donc, suivant l'intention qu'on peut avoir, on peut effectivement lui donner plusieurs couleurs. En tout cas, c'est inquiétant. C'est politique dès lors qu'on décide justement de l'exploiter, entre guillemets. Il n'empêche, c'est l'attaque d'un proviseur. C'est vrai que dès que ça touche à l'école, ça effraie aussi encore un peu plus, non pas parce qu'on fait une hiérarchie, mais parce que ça rappelle Samuel Paty, même si, encore une fois, on n'a pas de comparaison à faire entre les événements, mais ça touche à l'école, ça touche à l'éducation et donc à une jeunesse. C'est ça dès que la violence est proche de vous, quand elle est au cinéma, quand elle est sur un écran, quand elle est loin, elle vous touche assez peu finalement parce qu'elle n'est pas palpable. Quand elle rentre dans votre quotidien, l'école, c'est le quotidien de millions de Français. Donc là, tout d'un coup, évidemment, vous êtes davantage concerné, vous êtes davantage touché. L'émotion vous prend vous aussi, même si vous n'habitez pas en Normandie, même si vous êtes beaucoup plus loin. Donc effectivement, ça a un impact beaucoup plus fort.
L'actualité, c'est aussi donc cette effroyable agression à Cherbourg. Une jeune femme de 29 ans a été victime de viol à son domicile. C'était le vendredi 4 août. Une agression barbare en plein centre-ville. Le suspect, âgé de 18 ans, était connu défavorablement des services de police. Dernières informations recueillies sur place de Thibaut Marcheteau avec Tancrède Guillotel. De nouvelles informations concernant cette affaire qui s'est déroulée ici à Cherbourg il y a maintenant 10 jours. La première, elle concerne l'état de santé de la victime qui est encore aujourd'hui, ce lundi, entre la vie et la mort. Le pronostic vital est donc toujours engagé. La deuxième information du jour, c'est que le principal suspect était quelques heures avant les faits en boîte de nuit, alors que la victime, elle, n'y était pas. On en sait également un petit peu plus concernant le comportement de ce principal suspect devant les enquêteurs. On nous parle d'une personne très froide qui n'a émis aucun regret devant les enquêteurs. Une étude psychologique devrait être menée dans les prochaines heures. Pour l'heure, ce principal suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie. Voilà, c'est donc un jeune homme de 18 ans qui est mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie. Suspect est placé en détention provisoire. Là encore, on est frappé par l'âge du suspect. Il est jeune adulte, 18 ans, certes, mais l'actualité récente fait, dans la plupart des cas, évoque des mineurs. C'est ça qui interpelle aussi et qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on agisse surtout. Comment se fait-il que d'aussi jeunes adultes soient déjà tombés dans la délinquance et qu'on ne puisse pas les en empêcher? 18 ans, mais c'est terrible. C'est du viol, c'est de la torture, c'est de la barbarie. Enfin, est-ce qu'on est aussi, encore une fois, je parlais de cinéma il y a quelques secondes, mais est-ce qu'on est dans le cinéma? Est-ce qu'on est dans un jeu vidéo? On n'est pas dans la réalité. Enfin, on comprend que la personne est légèrement cinglée. Il y a vraiment un problème. L'étude du profil psychologique va être super intéressant parce que, intéressant ou pas. Et en même temps, attention à ne pas excuser finalement par des pathologies peut-être, parce que dans l'ensemble des cas, tous ne sont pas considérés comme c'est souvent le risque de chercher des excuses. Ouais. Les faits sont là, les victimes sont là, mais 18 ans, mais c'est absolument horrible d'imaginer, c'est un gamin, on est un gamin encore à 18 ans, on est un jeune homme, on est quand même relativement un gamin, on n'a rien vécu et on est capable de viol, de torture, c'est effrayant. Et on rappelle que, dans un autre registre, mais les émeutes d'il y a un peu plus d'un mois avaient révélé que les émeutiers étaient en grande majorité des mineurs. Et on fait encore une différence, non seulement des mineurs, mais de très jeunes mineurs. On ne parle pas de mineurs de 17 ans, on parlait aussi de 12 ans. D'enfants, parce qu'il faut bien appeler encore un enfant quand on a 12 ou 14 ans. C'est ça qui marque aussi dans la succession de ces faits. D'où ma question, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre pays, en France, pour que cette jeunesse ne verse pas dans la délinquance encore un peu plus? Question très intéressante, mais il faut d'abord commencer par poser le sujet, c'est que ça ne concerne pas tous les jeunes. Et non, bien quand même bien qu'on sûr. le dise et qu'on le rappelle avant de commencer, c'est que ça concerne une minorité de jeunes, inquiétante certes, mais une minorité quand même. Ensuite, la question de comment est-ce qu'on traite la violence dans la jeunesse qui, vous avez raison, se multiplie et se démultiplie. Et je pense que la réponse, elle tient à plusieurs points. Il y a la question évidemment de l'autorité des parents, qui est une question essentielle. On l'a vu pendant la crise et pendant les émeutes qu'on a traversées. On s'est rendu compte que dès lors qu'on en a appelé à l'autorité parentale, dès lors que les sanctions judiciaires ont été beaucoup plus fortes, on a vu une forme de décrue des événements qui avaient pris place à ce moment-là. Il y a évidemment la question Vous l'avez senti, ça? L'éducation. Vous l'avez vu? Vous avez bien vu que ça s'est arrêté au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a eu différents facteurs ont pu mener à l'arrêt des émeutes. C'est pour ça que je dis qu'il y en a J'aimerais plusieurs. penser comme vous que le rôle des parents a été primordial. Il y a le rôle des parents, il y a celui de l'éducation, évidemment, de manière générale. Il faut qu'on puisse restaurer aussi le respect des personnels éducatifs. On en parlait juste avant. C'est absolument essentiel. Et puis enfin, il y a la question de la citoyenneté de manière générale. Comment est-ce qu'on est capable de faire comprendre à une jeunesse qu'elle fait partie non pas d'un simple sentiment individuel, mais d'un collectif, et que ce collectif, c'est la société française, et que cette société, elle a des règles. Et pour ça, il y a l'éducation nationale, mais il y a aussi des dispositifs tels que le service national universel, que moi je défends et que je considère comme étant absolument pertinent, parce qu'il permet à des jeunes de considérer qu'ils ne sont pas simplement dans leur réalité quotidienne, mais aussi de rencontrer, j'ai grandi en Ardèche, j'ai jamais rencontré de jeunes qui avaient grandi en Outre-mer, qui avaient grandi dans des situations plus difficiles que dans la ruralité ardéchoise, quand bien même c'est pas forcément le plus simple. Donc il faut ajuster tous ces sujets-là, et puis il faut évidemment qu'il y ait une forme d'impunité qui cesse, parce que dès lors que la justice est au rendez-vous, évidemment ça a un impact. On parlait des émeutes, là encore, je pense que la sévérité avec laquelle les réponses ont été apportées par le monde judiciaire
et pour une fois ça a été salué par tout le monde lors de ces 5-6 jours, a montré aussi qu'il y avait une forme de résultat immédiat. C'est-à-dire que les émeutes ont disparu après aussi cette sévérité judiciaire. Donc je pense que si vous ajoutez tous ces ingrédients, vous obtenez une partie de la réponse, mais qu'elle est évidemment pas suffisante et qu'elle vient aussi des collectivités locales, des parents. Enfin, il y a tout un tas d'ingrédients à mettre ensemble. Tout le monde a un rôle à jouer, mais Évidemment. Aussi malheureusement que ça va prendre un peu de temps. Parce que oui, forcément. refaire nation, rééduquer, réimposer la notion de respect, ça ne va pas se faire en un claquement par de nature, doigts. mais ça doit nécessiter aussi l'implication de toutes les strates de la société, à commencer évidemment par l'État, mais aussi par les citoyens dans leur intégralité. On va parler du système judiciaire aussi, du volet judiciaire, parce qu'il est intimement lié. Alors, Frédéric Fougère voulait réagir, et puis après, je passe la parole à... Je voulais juste revenir sur le fait que je ne pense pas qu'on puisse comparer des gamins de 12 ans qui saccagent, qui profitent d'une situation pour saccager des magasins de fringues. Ça, pour moi, ce n'est pas des voyous, c'est plutôt des petits cons. Et puis un jeune homme de 18 ans qui viole, qui torture. Mais ce qu'il ne faut pas faire non plus, je pense, c'est d'imaginer que la violence, c'est la jeunesse. La violence, c'est nous tous. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est nous tous. Alors, vous voulez dire que c'est de notre faute Nous sommes responsables du développement de cette violence ? Je pense. En fait, nous sommes violents parfois au quotidien, sans forcément le chercher, sans en avoir l'intention, mais c'est l'ère dans laquelle nous évoluons. Alors, je ne parle même pas des parlementaires, de leur grossièreté, de la grossièreté de certains, mais je pense tout simplement aux cyclistes qui ne s'arrêtent pas au feu. C'est une forme de violence. Le patient. Vous allez vous faire des ennemis. Je vais me faire des ennemis. Parce qu'on ne peut pas comparer. Non, mais c'est une forme de violence ressentie par le piéton. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais effectivement, après, il y a un rappel du bien et du mal et du saccage. Enfin, on est censé, quand on a été éduqué et qu'on a un sens des valeurs, être aussi rappelé par une petite voix interne qui dit là, ça va trop loin, je ne saccage pas, je ne frappe pas. Oui, mais cette même petite voix vous dit quand le feu est rouge, vous arrêtez. Et quand vous vous faites, c'est une vraie forme de violence de voir les gens qui ne respectent pas les règles qui sont justes. C'est comme un jeu de société. Ça permet de jouer et de vivre ensemble. Un respect des règles, quelles qu'elles soient pour tous. Exactement. Le patient qui frappe le médecin parce qu'il lui file pas un arrêt de travail, c'est même plus qu'une forme de violence, c'est une agression. Et en fait, quand on observe le fonctionnement de la société, on en voit un petit peu partout. Et quelque part, on y participe aussi, parfois, à nous, à chacun de veiller à ne pas aller dans cette violence, mais parfois on se laisse aussi aller. Très, très brièvement, et sur ce sujet, je trouve que vous avez vraiment raison d'aborder le sujet sur cet angle-là. Je pense simplement que chacun a sa part de responsabilité et sûrement là, en ayant dit ça, vous allez vous attirer sur les réseaux sociaux, tout un tas de personnes. Un cycliste va vous dire quand je mets un feu, je me mets en danger moi-même, ça ne regarde que moi, je ne vais pas mettre en danger la vie des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les comportements individuels, chacun doit prendre conscience de sa responsabilité et autant évidemment que nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes de délinquance, évidemment qu'on condamne aussi ce qui s'est passé lors des émeutes, mais il faut aussi condamner ceux qui considèrent que parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont le droit d'insulter ceux qui parlent sur un plateau de télévision. Il faut aussi condamner ceux qui considèrent qu'à l'Assemblée nationale, ils peuvent parler n'importe comment, n'importe qui, parce que c'est une forme d'expression de la colère soi-disant populaire. En réalité, dès lors qu'il y a un manque de respect, peu importe où il commence, eh bien effectivement, c'est une justification à considérer de dire pourquoi est-ce que si vous avez le droit de faire ça, moi je n'ai pas le droit de faire plus. Et vous le voyez d'ailleurs dans les conflits sociaux souvent. Il y a plein de gens qui vous disent oui, mais la violence physique, elle est légitime parce qu'on ne nous écoute pas. Non, en fait, la violence physique n'est jamais légitime. S'il y a un problème et un conflit, la société est censée avoir mis en place des règles et des normes pour le régler. Et ça, chacun doit l'entendre. Alors évidemment, tout ça est bien peu de choses par rapport à ce dont on était censé parler là au départ. Et il ne faut pas faire de comparaison maladroite. Mais c'est important et je pense que vous avez eu raison de le souligner et je pense qu'on peut avoir une pensée pour tous les gens qui nous envoient sûrement en ce moment beaucoup de mots doux sur Twitter, Facebook et leur dire que ça commence aussi par eux. Donc on ne peut pas comparer. Charles-Henri Gallois, que vous inspirent ces échanges sur les incivilités et le respect de la règle? Évidemment tout condamner, mais il faut quand même faire une hiérarchie. Je veux dire, quelqu'un qui déborde sur une ligne blanche, je le mets évidemment pas au même niveau que quelqu'un qui va attaquer les forces de l'ordre, des bâtiments, ou quelqu'un qui va carrément faire ses actes barbares comme à Cherbourg. Moi, si vous voulez, ce qui me révolte dans ce qui s'est passé à Cherbourg, c'est que j'ai envie de dire un énième drame, en fait, qui n'aurait pas dû se produire ou que normalement, c'est normal, n'aurait pas pu se produire. Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est connu des services, connu d'ailleurs pour des faits de viol. Ça rappelle d'ailleurs l'affaire Varin de 2012 à Toulouse, où il y avait les connaissances, mais finalement rien ne s'est passé. Au niveau du mode opératoire, ça peut rappeler l'affaire Zouari d'Avignon. Malheureusement, il y a énormément d'affaires similaires. C'est ça qui est terrible, c'est pour ça qu'on en parle. Le même mode opératoire, en fait, de rentrer l'été comme ça dans des balcons ouverts, c'est exactement le même mode opératoire. Et
Et en fait, s'il y avait une justice qui n'avait pas été laxiste, ces faits-là n'auraient pas eu lieu. Et ça me rappelle aussi le nombre innombrable, même si là, la personne, en l'occurrence, le criminel, est français, mais le nombre d'actes qu'il y a eu ces derniers temps avec des personnes étrangères sous OQTF, s'il n'y avait pas eu un laxisme migratoire, il n'y aurait pas eu ces crimes-là. Donc on en vient à ce volet judiciaire, effectivement, qui est primordial dans ce débat. C'est des crimes qui n'auraient jamais dû avoir lieu s'il n'y avait pas un laxisme judiciaire ou pour d'autres affaires, un laxisme migratoire. C'était cette expression soulevée par ces familles de victimes dans une tribune publiée dans la presse le week-end dernier, le aurait dû. Il faut mettre fin au aurait dû. Il aurait dû être en prison, il aurait dû être ailleurs. Et malheureusement, on n'arrive pas. Donc, d'où cette responsabilité qu'on met aussi sur la justice, le politique et la justice. De manière générale, évidemment que quand on voit cette situation, on ne comprend pas pourquoi cet individu était dehors. Enfin, je veux dire, personne ne peut dire le contraire. Et ceux qui disent le contraire sont dans un monde un peu imaginaire. Par contre, là où il y a un sujet, effectivement, c'est comment est-ce qu'on est capable de donner plus de moyens à notre sécurité, à notre justice pour pouvoir agir, parce que là où l'analyse peut diverger de la vôtre, c'est que ce n'est pas forcément du laxisme judiciaire. Il y a peut-être évidemment des magistrats qui ont des positions qui sont parfois laxistes, ça existe sans nul doute, mais il y a aussi un sujet de moyens qui est donné à la justice. Et quand on compare, quand on est arrivé aux responsabilités en 2017 avec Emmanuel Macron et qu'on comparait le taux d'investissement dans la justice en France pour l'investissement dans la justice dans d'autres pays européens, on se rendait compte qu'il y avait un décrochage majeur du financement de notre système judiciaire. Et c'est pour ça qu'on a augmenté en l'espace de 5 ans, de près de 40% le budget du ministère de la Justice pour recruter plus de magistrats, plus de greffiers, plus de personnes qui sont dans les tribunaux pour pouvoir aller plus vite, pour être plus efficace et pour aussi que les juges aient plus de facilité à juger les différentes affaires. Donc il faut aussi, au-delà de critiquer certains magistrats, mettre les moyens sur la table. C'est ce que nous essayons de faire pour pouvoir accélérer cela. Et sur la justice des mineurs, parce que vous en parliez, alors là ça ne le concerne pas, mais sur la justice des mineurs, on a aussi réformé une justice des mineurs qui mettait parfois 9 à 18 mois pour juger un mineur, ce qui est extrêmement long. Vous vous rendez compte, vous dites à un mineur qui a commis un acte délictueux ou un criminel qui sera jugé 9 mois après, l'efficacité de la peine est absolument ridicule. Alors qu'aujourd'hui, on est passé à un délai de 3 mois, ce qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Mais donc le sujet, c'est pas seulement celui du laxisme judiciaire, c'est aussi celui des moyens qu'on donne à la justice, et il faut aussi souligner le travail parfois difficile qui est fait par les magistrats. Quand je parlais, je voudrais quand même rebondir là-dessus, il n'y a pas seulement un problème de magistrat, il y a un problème aussi politique. Emmanuel Macron, en 2017, il avait promis un nombre de places de prison qu'il n'a pas fait. Et on arrive dans une situation où vous avez une surpopulation carcérale. Et donc, en réalité, en fait, vous n'avez plus de place dans les prisons. Et donc, qu'est-ce que font les juges ? Soit ils ne les mettent pas en prison, soit ils les mettent en prison pour des périodes très courtes, de telle sorte que les gens puissent avoir de la place en fait en prison. On en est là. Et il y a des mesures qui sont très concrètes. En l'occurrence, il y a des peines complémentaires qui, si nécessaire, peuvent exister quand on voit les chiffres, ne suffisent pas visiblement. Non, mais là, vous prenez un cas qui est extrême en l'occurrence, mais sur les sujets de l'emprisonnement, il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les questions de la récidive. Sur certains types de délits, en réalité, l'emprisonnement n'est pas forcément le meilleur moyen d'éviter la récidive, voire même, des fois, il l'augmente. Donc la réalité, c'est aussi que au-delà de construire des places de prison, et nous le faisons effectivement, et on le concède, puisqu'on a eu du retard dans le premier quinquennat, c'est 15 000 places de prison sur les 2 quinquennats, il n'y en a que 2 000 qui ont été construites sur le premier quinquennat, mais en même temps, c'est facile de le dire sur un plateau de télévision, construire une place de prison, je le rappelle quand même, vous avez été directeur de cabinet d'un élu local, pour construire une place de prison, il faut que les élus locaux ne veulent pas que ce soit sur leur territoire. D'ailleurs, souvent, vous avez des élus de droite qui vous expliquent qu'il faut faire plus de places de prison, et quand on leur propose de mettre des prisons chez eux, n'en veulent pas, ce qui est compréhensible, évidemment, mais à chaque fois, il faut aussi rentrer dans la complexité du sujet. Mais tout ça pour dire quand même qu'il faut qu'il y ait une continuité, et il faut aussi qu'on arrête de considérer qu'il faut simplement mettre les gens en prison, que ça résoudra le problème. Il y a des sujets sur... Il faut évidemment que les gens qui méritent d'être en prison aillent en prison, et ceux pour lesquels la récidive est plus élevée lorsqu'ils vont en prison puissent bénéficier de peines complémentaires, de travail d'intérêt général, de bracelets électroniques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pas encore suffisamment. C'est pas ce que dit la criminologie. Si vous regardez le cas hollandais, qui est très connu dans la criminologie, au contraire, mettre des peines courtes, mais le fait de faire des peines dissuade de réitérer. Mais vous ne parlez pas des crimes, là, en l'occurrence. On ne parle pas du même sujet. C'est pour ça qui est intéressant. On parle de la délinquance en général, et encore une fois, les chiffres sont catastrophiques. Et le problème, il y a des solutions. Les places de prison, je suis d'accord avec vous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En l'occurrence, il y a 19 000 étrangers qui sont en prison à l'heure actuelle en France. On pourrait très bien imaginer les expulser dans leur pays d'accueil. Mais pour que ce soit efficace... Vous pensez qu'on est contre ? Pour que ce soit efficace, il faudrait avoir des frontières. Or, je ne crois pas que vous vouliez sortir de Schengen. Je crois qu'il y a des frontières en l'occurrence, ce sont des étrangers extra-Union européenne. Non, il y en a aussi de l'Union européenne qui pourraient être expulsés. Il y en a 3000. Mais en fait, vous pourriez quand même les expulser. Le problème, même s'ils ne sont pas dans l'Union européenne, à partir du moment où vous êtes dans Schengen, ces personnes-là peuvent revenir du jour au lendemain
via un autre pays et arriver en France. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de contrôle aux frontières, c'est la même chose que pour les OQTF. Vous pouvez expulser les OQTF, vous pouvez expulser les étrangers délinquants. Quand vous n'avez pas vos frontières, ces gens-là peuvent revenir très facilement du jour au lendemain et le problème ne va faire que s'aggraver. Donc il y a effectivement une cohérence globale qu'il faut avoir là-dedans. Il faut se donner les moyens de ses ambitions et ça passe par des méthodes fermes et ça passe par un contrôle des frontières, ce qui n'est pas possible dans Schengen. Et je voulais revenir sur la notion de laxisme, Oui. qui en fait est assez subjective. Et je parle souvent en fait de la responsabilité de la justice. En France, un policier qui ne prend pas la bonne décision dans l'exercice de son activité, il est personnellement responsable. Un juge qui ne prend pas la bonne décision dans l'exercice de son activité, c'est l'État qui est responsable. Ce n'est pas le juge. Il y a un moment, peut-être faudra-t-il réfléchir À responsabiliser les juges? à donner une part de responsabilité. J'ai pas la solution, mais en fait, tout cas, vous demandez que cette responsabilité soit transférée de je pense l'État que où ça elle est mérite- actuellement sur ça mérite des hommes et des femmes. Ça mérite réflexion. Ça changerait quelque chose? C'est quoi? C'est l'aspect Je pense humain que le juge, se sachant personnellement responsable, réfléchira peut-être à 3 fois, puisqu'il a déjà réfléchi au moins à 2 fois, Ouais. à la décision Ça qu'il peut va être prendre. inquiétant aussi parce qu'on estime qu'il réfléchit. Enfin, on aime croire qu'il prend cette décision C'est pour déjà ça en que j'ai dit ayant qu'il bien réfléchit au réfléchi. moins à 2 fois. Il faut faire quand même Mais- attention, parce qu'en matière criminelle, vous avez quand même beaucoup de jurés populaires. Donc des fois, on est aussi amené à critiquer des décisions qui ont été prises par des Français qui sont comme vous et moi éloignés de ces affaires-là, convoqués et qui prennent des décisions dans le cadre de jurys populaires. Donc il y a aussi... il y a sûrement des raisons qui expliquent que ces décisions soient prises, qui des fois ne sont pas connues, mais qui posent question sur la façon dont les choses sont Qui interroge présentées. en tout cas Et de bien plus en sûr, plus les évidemment. Français Et à juste- face à et ce genre juste titre, et à d'événements. juste titre. Mais il y a quand On même va beaucoup de décisions qui sont prises par des juges professionnels. On va se quitter quelques minutes et puis on refera un point essentiel sur l'essentiel de l'actualité avec Simon Guillain et on reprendra évidemment nos débats d'actualité. À tout de suite. Il est 22h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est toujours Soir Info avec nos invités. Mais d'abord, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité que nous résume Simon Guillain. Rebonsoir Simon. Rebonsoir chère Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h ce soir. On commence ce journal avec l'exaspération des usagers du RER B. Conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon de la ligne en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour travaux. Mais heureusement, un dispositif de bus de substitution a permis de limiter la galère des usagers ainsi que des touristes aujourd'hui. Mais certains ont quand même eu quelques difficultés. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages que nous avons recueillis ce matin. C'est pas très bien organisé. Là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30. Je suis 5h30 en dehors de chez moi. On va aller au travail. Mais voilà, les bus, à chaque 1 heure, il y a une bus ou 30 minutes, je sais pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que ceux qui vont direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, ça ne nous arrange pas du tout. Parce que au lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances, tu marches à 100 mètres, entre 200 mètres. Et puis ça fait la galère totale pour les gens. Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, les valises, les enfants. J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils ont annoncé ça aux radios hier, mais c'est pas suffisant, hein, c'est pas logique. Oui. Vous êtes en retard, regardez. 2 bus pour 200, 300 personnes. C'est dingue. Et sachez que Barbara Klein et ses invités reviendront en détail sur cette actualité juste après ce journal dans la suite de Soir Info. À l'international, un orage très violent a provoqué d'importants dégâts dans le nord de l'Italie. Et vous le voyez, les images sont assez impressionnantes. Une vague de boue, de rochers et de débris a tout englouti sur son passage. Ça s'est passé dans la commune de Bardonèche, près de la frontière française. Les pluies diluviennes ont provoqué un glissement de terrain, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le roi Charles III, bientôt en France. La date est fixée autour du 20 septembre à Paris, avec une étape à Bordeaux qui est prévue le 22 septembre. Cette visite d'État était initialement prévue du 26 au 29 mars dernier, mais elle avait dû être reportée en raison des mouvements sociaux en France contre la réforme des retraites. Cela aurait dû être la première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône. Et enfin, l'archipel d'Hawaï a été frappé par des incendies d'une extrême violence. Vous le savez, la semaine dernière, au moins 93 personnes ont perdu la vie, mais le bilan pourrait malheureusement encore s'alourdir dans les prochaines heures. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités. Et sur place, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Certains ont malheureusement tout perdu.
Voilà pour ce tour de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Barbara Klein et ses invités. C'est la suite de Soir Info sur CNews. Merci beaucoup Simon. On se retrouve pas tout à fait tout de suite, juste après cette nouvelle coupure pub. On va parler effectivement de cette galère pour les usagers de la ligne B du RER à Paris. Mais avant, petit détour par Marseille, autour de cette gare Saint-Charles. Vous le savez, victime d'une grève des éboueurs. Elle avait été débarrassée de ses ordures en fin de semaine dernière. Mais voilà que ça recommence. Les poubelles débordent de nouveau. Je vous laisse découvrir ces images, ces photos aussi que nous a envoyé notre journaliste Laure Para. C'est une grève entamée le 1er août de la part des agents de nettoyage qui se poursuit. Ils dénoncent, ces grévistes, ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire ces derniers mois, notamment des heures supplémentaires effectuées les dimanches et les jours fériés. Et il semble qu'à Marseille, soit difficile de mettre tout le monde d'accord, en tout cas de résoudre les problèmes. C'était résolu vendredi matin et lundi soir, en tout cas lundi matin, c'est de nouveau le problème. Comment on fait, Charles Regalo? Alors, ça a été résolu partiellement ou temporairement du moins, parce que c'est la mairie de Marseille qui a décidé d'intervenir pour nettoyer. Mais bon, vous savez comment fonctionne une gare. En une journée, évidemment que les poubelles sont complètement pleines à nouveau. Dans cette affaire, c'est très dur en fait d'avoir un avis tranché, pour la simple et bonne raison que les salariés expliquent qu'ils n'ont pas été payés, auquel cas, évidemment, le mouvement social serait évidemment compréhensible. Pas qu'ils n'ont pas été payés, qu'il manque une partie des primes. Voilà. Et la société, c'est une société privée en l'occurrence, elle explique que s'ils ont bien été payés. Et donc, en l'occurrence, si c'est le cas, on se demande quels sont les motifs réels de la grève. Peut-être est-ce une demande d'augmentation de salaire, on peut le comprendre dans le contexte inflationniste actuel, mais dans ces cas-là, il faudrait jouer carte sur table et le dire. Donc il est très difficile d'avoir un avis tranché, si ce n'est que pour la ville de Marseille, qui est souvent décriée, mais qui est une très belle ville. C'est dommage, en pleine saison estivale, qui accueille notamment beaucoup de touristes, de voir cette image de la gare Saint-Charles. Mais effectivement, sans tous les tenants aboutissants et sans la vérité, il est dur de se prononcer en faveur des grévistes ou de la société en question. Sachez d'ailleurs qu'une audience s'est tenue devant le tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la légitimité de cette mobilisation. La décision a été mise en délibéré à vendredi. Frédéric Faugeras, c'est dommage, mais on parle beaucoup de Marseille à cause de ces poubelles ces derniers mois. Ça arrive régulièrement, ces problèmes de poubelles. En termes d'image, de communication, c'est absolument terrible. Une grève des éboueurs, c'est toujours une très forte pénalité pour l'image d'une ville. Donc là, à Marseille, on voit que le maire s'est mobilisé pour essayer d'intervenir et de faire en sorte que les choses évoluent. Il y a eu une passe positive et puis on y retourne. Voilà. D'autres maires, dans d'autres temps, n'ont pas fait exactement le même choix. Je pense que c'est vraiment une erreur parce que ça abîme l'image de marque de la ville. Effectivement, sur le fond, on ne connaît pas la réalité. Est-ce que l'entreprise ment? Est-ce que c'est les employés qui ne disent pas la vérité? Est-ce qu'il y a autre chose entre? On ne le sait pas, donc c'est difficile de le commenter. En tout cas, l'effet, l'impact sur l'image de la ville est très mauvais dans l'absolu. À un an des Jeux Olympiques, avant la Coupe du Monde de rugby, c'est terrible. En pleine vacances, c'est assez désolant. Et puis c'est désolant pour l'image des Marseillais et des Marseillaises qui n'ont pas du tout envie de montrer cette image de leur ville. Ambroise Méjean, Marseille, une ville que le chef de l'État affectionne particulièrement. On sait qu'il y est beaucoup allé cette année. De la deuxième ville de France qui semble plus difficile à gérer peut-être que... Alors vous parlez de Marseille, il y a un Lyonnais, donc par nature, je ne suis pas forcément toujours enclin à dire de belles choses, mais c'est effectivement une belle ville quand même. Et là, il y a un enjeu qui est effectivement touristique. Il y a aussi un enjeu qui est sanitaire. Lorsqu'il n'y a pas de ramassage des déchets, on l'avait vu notamment lors de la réforme des retraites et lors de la grève des éboueurs qui avait touché un peu tout le pays, une bonne partie des villes du pays. L'enjeu, il n'est pas uniquement touristique. Il est aussi, est-ce qu'il n'y a pas de risque sanitaire? Et c'est pour ça que le maire de Marseille, bien encouragé par le ministre des Transports, Clément Beaune, à qui je veux rendre hommage parce qu'il a intervenu directement sur ce sujet-là, en demandant à la mairie de Marseille de procéder à cette intervention. Donc, ce n'est pas seulement la mairie, c'est aussi l'État qui est intervenu. On l'oublie trop souvent parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le président de la République tient beaucoup à cette ville. Et il y a 5 milliards d'euros d'investissement pour justement la faire rayonner à nouveau. On a dit Marseille en grand pour que les écoles fonctionnent mieux, pour que les transports fonctionnent mieux. Sécurité et régler ces problèmes aussi dans les quartiers. Que les problèmes du quotidien soient réglés dans l'immédiat. Et donc, heureusement que cette action a été prise. Il faudrait qu'elle recommence assez rapidement, j'imagine. Et j'espère que ça sera fait dans des délais assez courts pour que les usagers puissent emprunter la gare en toute quiétude.
On va revenir à Paris, où il y a eu aussi des problèmes de poubelle il n'y a pas si longtemps. Mais on parle de galère de transport aujourd'hui avec des franciliens résignés et des touristes complètement perdus. Conséquence de la fermeture donc d'une partie du tronçon du RER B pour moderniser les voies et préparer l'arrivée de nouvelles lignes de métro. Fermeture exceptionnelle de 3 jours qui a donc commencé ce week-end mais qui a inclus un jour de semaine ce lundi. Ça, c'est assez rare. Du coup, au 4-1, depuis la gare du Nord, le ministre des Transports s'était voulu rassurant ce matin. On écoute Clément Beaune. Avoir fermé à la circulation le tronçon nord du RER B pendant 3 jours, c'était une nécessité, c'était totalement inédit avec cette ampleur et pour répondre le mieux possible aux difficultés qu'engendre évidemment la fermeture des transports publics, nous avons mis les services de l'État, la SNCF, les opérateurs de transport, la région Île-de-France en place un dispositif de substitution qui là aussi est totalement exceptionnel et totalement inédit par son ampleur. C'est 1000 chauffeurs qui sont mobilisés, ce sont 600 bus qui viennent de toute la France pour apporter ce soutien auprès de 200 000 personnes qui habituellement, une veille de 15 août, utilisent le RER B et qui en ont besoin pour leur vie quotidienne, pour aller au boulot parce qu'ils n'ont pas le choix et à qui on doit aussi ce service public. Alors voilà pour les propos de l'exécutif. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire entendre le son de cloche des usagers. Devinez quoi ? Sacrée galère pour tous ceux qui ne pouvaient pas télétravailler aujourd'hui. C'est pas très bien organisé. Là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30. Je suis 5h30 en dehors de chez moi. On va aller au travail. Mais voilà, les bus, à chaque 1 heure, il y a une bus ou 30 minutes, je sais pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que ceux qui vont direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, ça ne nous arrange pas du tout. Parce qu'au lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances, tu marches à 100 mètres, entre 200 mètres, et puis ça fait la galère totale pour les gens. Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, les valises, les enfants. J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils ont annoncé ça aux radios hier, mais c'est pas suffisant, hein, c'est pas logique. En retard, Oui. Vous êtes en retard, regardez. 2 bus pour 200, 300 personnes. C'est dingue. Voilà, 600 bus et cars mobilisés en tout. On précise qu'un 14 août d'ordinaire, ce sont 200 000 voyageurs qui empruntent ces tronçons nord de la ligne B. Ces 600 bus et autocars, a-t-on estimé, ne peuvent être transportés que 100 000 personnes. C'est là aussi que voilà, du coup, il y a eu des temps d'attente un petit peu, beaucoup rallongés pour les usagers qui étaient un petit peu exaspérés. Ambroise Méjean, vous vouliez souligner que on a organisé les choses. Bon, visiblement, ça a quand même été un petit peu problématique non, mais il y a toujours certains usagers. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours des difficultés dans ce genre de situation, mais que ça a été anticipé, que en comparaison de ce qu'on connaît habituellement dans les transports franciliens, pour ceux qui ont coutume de les prendre, on n'est pas sur la catastrophe qui aurait pu être annoncée par certains. Alors attention, en comparaison. Non, mais c'est une partie du problème. Ça veut dire que ces gens-là aussi, ils souffrent toute l'année. Bien sûr, évidemment. Et finalement, quand ils pourraient avoir un petit peu de répit, au moment du creux de l'été, ils n'y peuvent pas. Mais là, vous avez raison de le dire. Justement, ils souffrent toute l'année. Pourquoi est-ce qu'il y a ces travaux ? À la fois pour faire le Charles de Gaulle Express, qui est un investissement absolument nécessaire, contrairement à ce que certains élus parisiens ont pu dire hier et aujourd'hui, en considérant que ce n'était pas pertinent d'avoir une ligne de transport entre le principal aéroport de la capitale et la capitale, mais dont ils sont dans une forme de déconnexion totale. Après tout, ils n'arrivent même pas à gérer des trottinettes en libre-service. Qui peut espérer qu'ils arriveront à gérer un métro? Allez, c'est une bonne guerre entre vous. Au-delà de cette polémique-là, il y a 2 milliards d'investissements qui sont faits sur le Charles de Gaulle Express et un quart de cet investissement contribue à moderniser la ligne du RER B. Et donc, la galère qui a été connue par ces usagers aujourd'hui et un peu hier et avant-hier, c'est une galère qui a pour but d'améliorer la qualité du service, notamment en vue des Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc c'est évidemment un jour difficile, mais c'est un jour difficile pour s'assurer que le RER B, qui ne fonctionne pas toujours très bien au quotidien, je pense que chacun a pu le constater si on l'a pris, marche mieux demain. Voilà l'objectif aussi de ces travaux. On parle de la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe aussi. Oui, non, mais c'est vrai pour ce qui est de l'investissement ou le Charles de Gaulle Express. C'est évidemment des projets qui sont intéressants parce qu'il faut moderniser ces lignes et on sait que les usagers au quotidien vivent un enfer. Donc ça peut améliorer. Maintenant, il y a la question de la gestion qui a été faite. Moi, personnellement, entre les usagers qui le vivent réellement et Clément Beaune, j'ai plutôt tendance à croire les usagers qui l'ont vécu. Je ne pense pas que Clément Beaune était dans les bus ce matin. Donc il y a pu avoir effectivement une galère. Alors il y a cette galère des bus peut-être par sous-dimensionnement. Et après, il y a certainement une galère aussi très forte dont on parle moins ou du moins qui ne se voit pas dans le reportage au niveau des touristes. J'ose espérer que toute la communication a pu être faite, que l'État a prévenu
les compagnies aériennes et autres, parce qu'au niveau des touristes, il y a pu avoir des ratés assez énormes. Et là aussi, dans le cadre de l'image de Paris, de l'image de la France, avant les Jeux Olympiques, c'est pas quelque chose qui est très bon. Donc il faut espérer que la communication a été très claire. Et quand on écoute les intervenants de votre reportage, visiblement, ce n'était pas forcément le cas. Et puis on souligne aussi que l'été étant propice à des améliorations sur toutes sortes de lignes. Il y a par ailleurs des lignes que peut-être ces gens-là auraient aimé utiliser comme substitution, qui sont elles-mêmes en travaux, oui. Parce qu'évidemment l'été, il y a aussi un peu moins de monde et que du coup la RATP en profite. Donc c'est pas de chance. Faudrait que il y a 3 sujets dans le même sujet. Il y a effectivement la nécessité de faire des travaux, ça c'est comme ça. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas arrangé la vie des Parisiens ou des touristes. Il faut se confiner. Allez, on reste tous chez nous et comme ça on peut faire travailler. Il y a la logistique qui est mise en place. Était-elle suffisante? Bon, peut-être pas, peut-être que oui. Et comme ça vient d'être dit, il y a la communication. Les Parisiens doivent se souvenir du nombre d'années où la ligne A du RER a été interrompue tout ou partie pendant l'été. Mais il y a eu une communication d'enfer dans toutes les gares. C'est encore le cas cet été. Alors, je n'ai pas pris le RER A ces derniers temps. Mais vraiment une communication d'enfer avec même de l'humour en disant on sait que c'est la galère, mais on doit y passer avec de l'explication. C'est vrai. Donc on comprenait, ça n'arrangeait pas forcément le quotidien, mais des mois à l'avance, on avait cette information et on comprenait bien la nécessité de ces travaux. Mais la ligne A, elle touche beaucoup les gens qui travaillent, peut-être beaucoup moins les touristes. Une ligne qui va à l'aéroport, la communication apparemment n'a pas été aussi forte ou aussi impactante. Et donc certains ce matin se sont pointés prendre leur RER et ont vu qu'il n'y avait pas de RER. Et c'est à mon avis, la pagaille vient notamment d'une communication qui n'a peut-être pas été suffisante. Alors, normalement c'est fini pour ce week-end, normalement demain. Déjà demain, les gens auront été prévenus. Bon courage à tous. Une nouvelle coupure pub et on reprend nos débats juste après en parlant de la vie étudiante et de ces médecins généralistes appelés en renfort pour soutenir les services d'urgence qui sont à flux tendu, notamment cet été. On s'intéresse à présent au coût de la vie étudiante. C'est une étude publiée aujourd'hui par l'UNEF, le syndicat étudiant, qui alerte sur ce coût pour les étudiants cette année. Il est en augmentation, déjà marqué par l'inflation en France à quelques semaines de la rentrée scolaire. On écoute d'abord les précisions chiffrées de Maxime Lavandier et on en débat tous ensemble. C'est un constat affligeant que dresse l'UNEF ce lundi. Dans son rapport annuel, le syndicat étudiant dénonce un coût de la vie étudiante en nette augmentation. Une hausse de 6,47% en 2023, soit près de 595 € de plus par an. Une année déjà marquée par la hausse des prix à la consommation de 4,5% en juin. Jamais, en 19 ans d'enquête, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets. Avec l'inflation et la flambée des prix alimentaires, s'ajoute également la hausse des prix de l'énergie, plus 10,1% pour l'électricité et plus 22% pour le gaz. L'augmentation des frais de transport vient également grever le budget des jeunes, plus 3,9% pour les boursiers et plus 5,9% pour les autres. Notez aussi que le loyer, premier poste de dépense chez les jeunes, est passé de 561 € par mois en moyenne en 2022 à plus de 570 € par mois, soit une augmentation de 1,7%. Le gouvernement avait annoncé en mars 500 millions d'euros supplémentaires à la rentrée pour élargir le nombre d'étudiants boursiers, une enveloppe insuffisante pour l'UNEF. Ambroise Méjean, si le constat est fait par tous, que ce coût de la vie étudiante il augmente, vous aviez pourtant des nuances à apporter ou une critique à faire à ces révélations. Oui, évidemment. Alors, chacun évidemment constate que le coût de la vie étudiante a augmenté et c'est un sujet que le gouvernement prend à cœur et je pourrais répondre avec les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais ce matin, lorsque nous avons vu sortir l'étude de l'UNEF, nous nous sommes dit que nous allions vérifier les chiffres parce que sur le principe, lorsqu'il y a une étude qui sort sur le coût de la vie étudiante et que ça intéresse notre mouvement de jeunesse, on va vérifier. Et donc on allait regarder, on a comparé les chiffres qui étaient donnés par l'UNEF en 2022 et les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui par l'UNEF donc pour 2023. Et on a constaté que l'UNEF annonçait publiquement une augmentation de 6,4% sur un an du coût de la vie étudiante pour un étudiant décohabitant en province, c'est ce qui a été annoncé. Et qu'en réalité, quand on regarde les chiffres d'augmentation par rapport aux chiffres qu'ils utilisent eux-mêmes l'année précédente, on a une augmentation seulement de 3,4%. On voit le tweet de vos déjeuners avec Macron d'aujourd'hui pour un peu mettre côte à côte ces chiffres. Deuxième incohérence, on est quand même allé regarder aussi, il y a des augmentations qui sont annoncées sur les loyers, qui sont annoncées sur l'assurance habitation. Alors certes, les loyers augmentent, ça c'est une surprise pour personne.
l'assurance habitation aussi en partie. Pourtant, quand on regarde les chiffres de l'UNEF, on constate que les chiffres indiqués pour l'assurance habitation sont plus faibles en 2023 qu'en 2022, que les chiffres pour les loyers sont plus faibles en 2023 qu'en 2022 et qu'ils annoncent pour autant des augmentations. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même le signe d'une incompétence crasse et généralisée et que le sujet mérite un peu plus d'attention et de détails et je regrette que le Parisien qui a sorti cette information n'ait pas pris le temps de vérifier ces chiffres et qu'ils aient été commentés toute la journée sans avoir de réponse critique. Et je vous remercie de me permettre de le faire ce soir parce que c'est important. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que ça ne change rien au problème de fond, effectivement. Ça veut quand même dire que l'augmentation... Ou alors qu'on a voulu plus alerter sur la condition de ces étudiants qui font face ça permet d'en parler, déjà, ce qui est une bonne chose. Et effectivement, ça montre qu'elle est de 3,4%, cette augmentation, ce qui est en dessous de l'inflation, mais quand même difficile pour certains étudiants. Maintenant, ce qui est intéressant et aussi ce que j'ai envie de rappeler ce soir, c'est que contrairement à ce qui est dit par l'UNEF, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, et notamment à partir du 1er septembre, pour aider les étudiants les plus en difficulté. On a dans ce pays des étudiants boursiers qui représentent près d'un tiers des étudiants. Ils vont bénéficier à partir du 1er septembre, donc le toucher dans quelques jours, d'une augmentation de 37 € par mois des bourses. Au minimum, certains vont même gagner jusqu'à 60, voire même 130 € de plus par mois, parce qu'on a considéré qu'il fallait faire un effort exceptionnel cette année au regard de l'inflation, au regard des difficultés qu'ont connues les étudiants. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'effort le plus conséquent, budgétairement parlant, pour le ministère de l'Enseignement supérieur depuis 15 ans. Donc tous ceux qui, à gauche, nous donnent des leçons, généralement, lorsqu'ils ont occupé des responsabilités, ils n'ont pas fait la même chose. Voilà aussi une part de la réponse. Ce n'est pas forcément suffisant, mais il faut aussi rétablir parfois les réalités et les faits, et c'est ce que j'ai souhaité faire ce soir, et je vous remercie de m'avoir laissé la possibilité de le faire. Je vous en prie, après on est au-delà des guéguerres politiciennes et entre partis. Soit précis. Soit précis pour s'intéresser à un vrai problème de fond, qui est cette précarité qui touche de plus en plus d'étudiants. On en avait déjà parlé avant la crise sanitaire, ça s'est accentué avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, économiquement parlant, il y a l'inflation qui vient s'ajouter à ça. C'est vrai que les étudiants sont dans des situations précaires jamais vues auparavant. C'est vrai. Alors j'avais une question pour Ambroise, mais il est en partie répondu. Donc je comprends que le Parisien aurait un peu rapidement publié l'information sans trop la vérifier. C'est l'été. Pour vous apporter un élément de réponse, mais peut-être que l'UNEF me démentira, mais ce serait bien qu'ils le fassent, puisqu'ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Mais normalement, il y a un dossier de presse qui accompagne le coût de la vie étudiante lorsqu'ils le publient, ce qui permet évidemment d'aller chercher les chiffres et donc de constater la méthodologie qui est la leur. Parfois, elle est un peu étrange, mais au moins, il y a une méthodologie. Là, rien de tout ça n'a été sorti. Aucune communication détaillée, ni sur leur site internet qui est à jour de 2021, ni sur leurs réseaux sociaux. Donc, en fait, ces chiffres sortent un peu du chapeau. Alors, nous, on a refait les calculs aussi de notre côté pour regarder si le coût des loyers, si le coût des transports était à peu près cohérent. Et là, pour le coup, il n'y a pas de sujet. Enfin, en tout cas, on n'a pas de reproche à leur adresser. Ça tombe à peu près sur les chiffres que nous-mêmes, on avait calculés et que dont le ministère dispose aussi à cette date-là. Mais factuellement, il manque quelque chose. Et je pense que le travail du Parisien aurait été de vérifier plutôt que de sortir une exclusivité qui ensuite fait tache d'huile et contribue à transformer le débat public d'une mauvaise manière. Charles Ringuel, on n'a pas encore entendu les propositions pour améliorer la vie étudiante. J'allais vous demander l'augmentation des bourses. Oui, à l'augmentation des bourses, voilà. Comment on fait pour aider ces étudiants à faire face? C'est jamais une période... Enfin, c'est pour beaucoup, en tout cas, une période difficile. On n'est pas encore inséré dans la vie active. On n'a pas forcément la famille derrière pour aider. Et pourtant, il faut bien les soutenir, ces générations futures et employés de demain. Mais déjà, pour revenir sur le chiffre, que l'UNEF n'ait pas peut-être publié leur méthodologie, peut-être, mais j'aimerais quand même voir la vôtre, parce qu'on parle quand même des étudiants, effectivement, la précarité, mais comme les Français les plus modestes d'une manière générale, le niveau de l'inflation donné, qui est sur un panier moyen, en fait, n'est pas le même, le panier, selon si on parle des personnes qui sont très pauvres, qui vont être les premières touchées par le coût de l'alimentaire, le coût de l'énergie et de l'habillement, qui sont les postes principaux des personnes les plus précaires. C'est notamment le cas des étudiants. Et l'alimentaire augmente de 13%. L'électricité, vous l'avez vu, augmente de 10%. L'Union européenne oblige aussi à se finir les tarifs réglementés du gaz. Donc vous allez avoir une explosion, là aussi, du prix du gaz par rapport à ce qu'il était avant. Et donc dans ce cadre-là, l'habillement augmente aussi à un rythme très soutenu, plus fort que l'inflation moyenne. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment vous arrivez à un chiffre qui est inférieur. Ça, c'est le premier point. Et sur la partie de comment on fait, il y a quand même des dépenses. L'électricité, en fait, c'est aberrant d'avoir augmenté de 10%. Et on le fait pourquoi? Parce que vous avez en place un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour répondre à un coût complètement fictif de l'électricité, qui est celui du marché de l'Union européenne de l'électricité.
Et ça, c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que les coûts de production en France sont les plus faibles d'Europe, mais on est obligé de payer un prix de gros, donc qui s'applique entre autres aux entreprises, du moins celles qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, et l'État a dépensé 47 milliards d'euros, donc c'est de la dette publique en plus, juste pour rester dans les règles du marché de l'Union européenne de l'électricité, alors qu'on pourrait sortir sans aucun problème pour les interconnexions, contrairement à tout ce qui a été dit. Je veux dire, la Suisse n'est pas dans le marché de l'Union européenne de l'électricité, la Suisse fait des imports-exports d'électricité, et d'ailleurs la France a un levier considérable, parce que la France est le premier exportateur d'électricité d'Europe. Ce que vous dites, c'est qu'on ne veut pas, finalement, au fond, alléger la pression sur les foyers français. Non, on ne veut français. pas, parce qu'on préfère, on a fait le choix de suivre une directive européenne. On préfère garder un dogme qui nous coûte 47 milliards d'euros, c'est quand même énorme, juste pour rester dans les clous. Alors qu'on pourrait très bien dire, écoutez, nous, ce marché, ça ne nous plaît pas. Enfin, ça fait 1 an et demi que le gouvernement est en train de renégocier à Bruxelles. Ce qu'a demandé la Commission européenne, c'est un truc, un plafond, qui de toute façon, c'est une électricité qui serait quand même beaucoup trop cher par rapport au coût réel de la production en France. Et donc, on est dans un système complètement ubuesque. Mais ce n'est pas seulement d'ailleurs pour les étudiants. Je pense à toutes les PME, les TPE qui, elles, n'ont pas le bouclier tarifaire. On est en train de tuer une partie de l'industrie. On va tuer une partie des PME les qui coiffeurs, ne peuvent pas... les artisans et autres. Vous allez tuer, vous allez mettre au tapis, et les faillites explosent en France. C'est un chiffre qu'on commande très peu, mais le nombre de défaillances explose. Et c'est un dogmatisme ou un coût pour les étudiants, mais même encore une fois pour les entreprises, notamment les petites entreprises, qui pourraient être... qui ne devrait pas avoir lieu en fait si on était dans un marché qui était rationnel et qui défendait les intérêts de la France. On se souvient d'une phrase sibylline d'Emmanuel Macron dans l'un de ses discours, je ne me souviens plus lequel, qui avait... On pouvait lire entre les lignes qu'il n'excluait pas complètement peut-être un jour de se désolidariser de ce marché européen. On comprend que politiquement, il y a quand même beaucoup plus à perdre qu'à gagner politiquement, stratégiquement par rapport à l'Europe, mais ça aiderait les Français. Ça ne va pas vous étonner, je pense qu'on sera en désaccord sur le sujet, étant donné nos positionnements politiques respectifs. Je considère que le marché européen de l'énergie, il est nécessaire de le réformer. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle le gouvernement actuellement, c'est un engagement du président de la République. Et vous savez que lorsqu'on est dans une communauté qui a des avantages et des inconvénients, c'est le principe de la communauté européenne et donc de l'Union européenne, il y a évidemment des points qui nous desservent. Ce que vous oubliez de préciser, c'est que vous dites que ça nous est défavorable lorsque la France est exportatrice d'électricité, mais ça nous est défavorable, ça nous est défavorable lorsqu'elle est exportatrice, mais ça nous est favorable lorsqu'elle ne l'est pas. Lorsque nous avions cet hiver un parc nucléaire qui était à l'arrêt pour des raisons de maintenance, eh bien, nous étions bien heureux d'être à l'intérieur de ce marché européen de l'électricité. Donc, on peut importer, je veux dire, ça ne change rien. Vous pouvez avoir un coût national, vous avez un coût d'export-import, c'est exactement ce que fait la Suisse. La Suisse est dans le marché. Avec des tarifs qui sont beaucoup plus fluctuants dès lors que vous êtes en dehors du marché européen de l'électricité. Il est aujourd'hui à notre défaveur. Je vous l'accorde, je ne vais pas vous dire le contraire, les chiffres sont présents. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on le renégocie, sur quelle base? Est-ce que c'est sur le prix du gaz? Parce que c'est ça ce qu'il faut dire aux Français aussi, c'est qu'au départ, cet accord était notamment sur le prix du gaz et que ça a avantagé nos amis allemands et que dès lors que les prix du gaz... On n'a pas voulu s'opposer justement à cette Allemagne est-ce que ça nous dérangeait tant des que ça foyers français? Non, mais est-ce qu'on ne choisirait pas de défendre les foyers français plutôt J'aimerais quand même vous dire que le gouvernement, vous l'avez dit à demi-mot sans le dire vraiment, c'est que le gouvernement a investi massivement pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, quand bien même... Non, mais alors déjà, il y a plusieurs choses. Les surprofits des sociétés pétrolières notamment ont permis de financer le bouclier énergétique. Donc quand vous dites 47 milliards d'euros, c'est pas 47 milliards d'euros pris dans la poche des Français, c'est 47 milliards d'euros pris notamment sur des surprofits énergétiques qui ont été réalisés l'année dernière. Ça, c'est important de le dire parce que souvent on a dit qu'on n'avait pas fait payer Total, etc. C'est pas vrai, ils ont payé sur les surprofits. Ça a permis de protéger le pouvoir d'achat des Français. Effectivement, l'électricité augmente, mais il faut quand même rappeler qu'elle augmente bien moins fortement que dans la plupart des pays européens et qu'elle reste en France. On est un des pays où elle est la moins chère en Europe, ce qui est légitime au regard de notre mix énergétique, mais c'est quand même une réalité qu'il faut rappeler. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas été au rendez-vous sur ce sujet-là. Alors maintenant, il y a un rattrapage qui est progressif, qui est difficile pour les Français, et chacun peut le comprendre, notamment pour les étudiants, et qui tombe mal, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas fait d'efforts. Alors moi, je pense que si on demandait aux Français leur avis, s'ils veulent... que la France s'endette de 47 milliards d'euros en plus ou payer 25% plus cher l'électricité, comme c'est le cas par rapport à 2021, pour protéger l'Allemagne, je pense qu'ils voteraient assez massivement pour une sortie du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui, encore une fois, n'a pas de sens en tant que tel, parce qu'on peut très bien avoir un prix national de l'électricité et après s'adapter pour l'import-export sur le prix. Mais l'import-export par rapport à
la production pour le territoire national et l'économie nationale, c'est quasiment rien. Et encore une fois, ça se fait dans un sens ou dans l'autre, et on n'a pas attendu le marché de l'électricité de l'Union européenne pour importer et pour exporter de l'énergie. Ça se faisait avant, ça se fera après. Et je pense que là, c'est vital et c'est urgent, encore une fois, à la fois pour nos compatriotes qui sont en difficulté, mais aussi pour nos entreprises. Il y a aussi beaucoup de Français qui se disent, avec toutes ces centrales qu'on a en France et de cette production, comment se fait-il qu'on soit assouvi à un autre système qui nous coûte à nous, Français, plus cher? C'est juste, voilà, c'est du bon sens. Mais vous noterez que nous ne sommes pas satisfaits du système en l'état, sinon on ne demanderait pas à le réformer. Il y a aussi l'action politique à l'échelle européenne, elle prend du temps, c'est naturel. Mais la proposition de la Commission européenne, pour que les gens comprennent, c'est de plafonner à 200 € le mégawattheure, alors qu'en France on produit à moins de 60 €. Donc ça resterait en fait beaucoup trop cher pour la France. C'est un compromis. Et on sait très bien que l'Allemagne va défendre ses intérêts. Et le problème de l'Union européenne, c'est le cas pour toute décision. Encore une fois, c'est très bien que vous évoquiez les avantages et inconvénients, parce que je pense que ça mériterait un grand débat là-dessus, transparent, parce qu'il n'y a jamais ce débat pour les Français, et après qui puisse un vrai débat sur l'Union européenne. Il n'y en a pas beaucoup eu. Deuxième tour d'élection présidentielle, lorsque on leur a proposé en 2017 un débat sur l'Union européenne, sortir de l'Union européenne ou rester dedans. Ce n'était pas au programme de Madame Le Pen, mais c'est pas grave. Mais en tout état de cause, je pense que ce débat, on devrait l'avoir. Et malheureusement, il n'a pas lieu. Et je pense que les Français, encore une fois, trancheraient assez vite parce qu'il s'agit de protéger leurs intérêts les plus vitaux. Frédéric Faugerat, réaction ? Réaction, effectivement. Si on dit aux Français, est-ce que vous voulez conserver tous les inconvénients et on oublie de leur partager les avantages, ils diront non, on ne veut pas des inconvénients. Si on leur fait une présentation équilibrée, peut-être que le choix, le vote ou la décision sera beaucoup plus nuancé. Et il me semble-t-il, pendant l'élection présidentielle, il y a des candidats qui portent ce genre de discours. Ils font les scores que l'on connaît. Donc je pense que les Français sont consultés, leur avis a été demandé, ils se sont exprimés. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord là-dessus, parce qu'en fait, le dernier débat qu'il y a eu sur l'Union européenne, c'était en 2005. Lors d'une élection présidentielle, vous m'accorderez quand même que l'Union européenne, on en parle comme si c'était un sujet annexe, il n'y avait aucun lien avec le reste. En fait, c'est un petit volet au milieu de économie, agriculture, éducation. Ça reste très abstrait pour de nombreux Français. Un petit volet Union européenne. Je suis désolé de vous le rappeler, mais les dernières fois qu'il y a eu un vrai débat sur l'Union européenne, c'était quand même Maastricht en 2005. Et on parle de vote quand même assez serré. Le dernier qui a été voté à 55% contre. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire l'élection présidentielle a tranché le débat. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Le vrai élément démocratique pour trancher un débat, ça reste quand même le référendum. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. C'est une catastrophe démocratique énorme pour les Français, d'autant qu'on leur avait volé leur vol à l'époque. Donc je pense que ça mériterait un vrai débat référendum. Et Macron qui dit à chaque fois qu'il veut renouer justement le débat démocratique, et en sachant que la fracture démocratique date de 2005, ça serait assez courageux de sa part de mettre ce débat sur la question de l'Union européenne. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels je peux vous répondre là-dessus. Le premier, c'est que Emmanuel Macron a toujours été clair sur son soutien au projet européen. Je pense que s'il y a un président de la République en France, plus que tous ses prédécesseurs, à l'exception peut-être de François Mitterrand, qui a clairement affiché la couleur, c'est Emmanuel Macron, et personne ne fait mystère que nous sommes en grand désaccord là-dessus. Deuxièmement, vous parlez d'opinion. Quand on regarde les sondages d'opinion, les Français sont très majoritairement favorables à l'idée de rester dans l'Union européenne. Peut-être que le débat n'a pas eu lieu, mais enfin, permettez-moi d'ajouter un troisième point. Il me semble que vous avez soutenu en 2017 un candidat à l'élection présidentielle qui citait le général de Gaulle en disant le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est la souveraineté du peuple, la souveraineté de la France. François Asselineau, pour ne pas le nommer. Il a fait le score qu'on connaît, ce qui par ailleurs est porté des propositions qui étaient les siennes et qui étaient quand même centrées sur le sujet que vous défendez aujourd'hui dans votre parti politique, qui, force est de constater, ne convainc pas les Français en tant que projet politique principal. Je ne dis pas que ce n'est pas un débat intéressant. Vous parlez de la souveraineté nationale. Non, mais de l'Union européenne en tant que telle. Parce que vous êtes. Il a gagné du terrain ces dernières années. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous l'avez défendu en 2017. Il y a beaucoup de Français qui s'y attachent de plus en plus à cette notion de la souveraineté. Bien sûr, mais moi aussi, je veux dire, j'ai pas la sensation. Non, mais je veux dire, elle est amenée aussi par certains. Excusez-moi de vous le dire, mais je suis pro-européen, j'ai pas la sensation d'avoir un problème avec la souveraineté nationale et avec la souveraineté européenne, parce qu'on a chacun une conception différente. C'est encore un autre débat. Oui, non, mais laquelle des deux doit être plus importante? Vous avez quand même, ce débat a été mis dans l'élection présidentielle, il a été porté par un candidat. C'était un petit candidat qui avait moins de 1% du temps de parole. Vous pouvez pas me dire que parce qu'il y avait un petit candidat comme ça. Vous savez qu'il en a. On va pas refaire le débat de l'élection présidentielle. Le vrai débat, il a lieu et que vous pouvez le nier. Le vrai débat a lieu lors d'un référendum. Et j'aimerais bien qu'on ait ce débat. Vous dites que les Français ne sont pas d'accord.
pourquoi pas? Je rappelle quand même qu'en 2005, avant qu'il y ait ce débat-là, les sondages donnaient le oui vainqueur à 69%. Or, il y a eu un débat et ça a donné 55-45. Au Royaume-Uni, c'est la même chose. Les sondages donnaient un an avant le Brexit, le Remain gagnant à 66%. Il y a eu un débat, ça a fait 52-48 pour la sortie. Donc, comme par hasard, quand il y a un débat, eh bien, les gens peuvent analyser. Il y a un vrai débat sur la question de l'Union européenne et ce n'est pas le cas à une présidentielle. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je ne dis pas qu'il faut... je pense qu'il le faut, mais si on est démocrate, il faudrait à minima qu'il y ait cette question-là et qu'il y ait un référendum en France. Encore une fois, le dernier référendum, c'est de 2005. Pour un pays qui se veut démocrate, ça fait quand même peu. On va aborder un autre débat qui touche de près aussi les Français, c'est l'état du système de santé, l'état de nos hôpitaux, de nos services d'urgence. Par endroits, les services sont saturés, menacés de saturation, notamment par l'afflux de touristes et les pénuries de soignants. C'est le cas dans le centre hospitalier d'Arcachon qui s'appuie donc depuis le début de l'été sur des médecins généralistes qui sont postés dans des préfabriqués sur le parking des urgences pour éviter que les services ne puissent traiter tout le monde. Reportage de Thibaut Marcheteau. Chaque jour, l'hôpital d'Arcachon accueille plus de 200 patients. Alors pour soulager les différents services, ces préfabriqués installés sur le parking accueillent 2 médecins généralistes qui prennent en charge la médecine légère et laissent les cas graves aux urgentistes. On a de plus en plus de patients effectivement qui viennent pour des motifs de médecine générale, pour de la petite traumatologie, parce qu'on fait un petit peu de médecine générale avancée, puisqu'on va réaliser des plâtres et des sutures, ce qu'on ne fait pas en cabinet de médecine générale classique. Sur toute la période estivale, la population quadruple dans le secteur. La présence de ces médecins généralistes permet de maintenir une offre de soins adaptée. Si on fait un bilan depuis le 1er juillet, prend en charge 40% de l'intégralité des passages au niveau des urgences. Donc c'est colossal en fait, c'est-à-dire que presque la moitié des passages au niveau des urgences sont pris en charge par un médecin généraliste et non pas par nos urgentistes. En Nouvelle-Aquitaine cet été, 29 établissements ont dû mettre en place une régulation des urgences, n'ouvrant la porte qu'aux patients orientés par le SAMU. Voilà, on parle donc de 2 généralistes pour le cas de l'hôpital d'Arcachon qui traitent dans un préfabriqué sur le parking chaque jour de 12h à minuit les patients évalués et orientés au préalable par une infirmière d'accueil à l'hôpital. Quelle image, Frédéric Faugerat. On est dans le pays qui a longtemps été considéré comme ayant le meilleur système de santé au monde. Quand on voit ça, on a l'impression qu'on en est très très loin. Alors on est dans le pays qui est souvent considéré comme le meilleur au monde sur beaucoup de sujets, mais c'est essentiellement notre... non, il y en a un plus gros de l'autre côté de l'Atlantique qui considère qu'il est le meilleur du monde devant tout le monde. Nous, c'était juste le système de santé. Mais vous avez raison, en termes d'image, c'est assez catastrophique. Alors je pense que les gens qui sont pris en charge dans ces algécos ou ces baraquements sont bien contents d'être pris en charge. Tant mieux, mais oui. c'est absolument lamentable et c'est catastrophique en termes d'image et d'image de l'hôpital et de la santé en France. Vous avez reçu un invité à 21h. J'ai trouvé particulièrement intéressant le chef des urgences de l'hôpital de Lariboisière, le docteur Éric Revue, si j'ai bien mémorisé. Oui. Et il tenait un discours très raisonnable, responsable. Et il lui disait lui-même, éventuellement choquant, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait qu'il ne fallait pas confondre les urgences ressenties et les urgences réelles, et que les urgences, ce n'était pas le dernier endroit où il fallait se rendre quand on a un problème. Et il évaluait environ à 15-20%, j'étais très attentif, 15-20% le nombre de cas qui se présentent aux urgences et qui n'auraient rien à faire aux urgences. Ça serait intéressant, il parlait d'éducation, mais d'éduquer les Français sur la nécessité de ne pas se rendre aux urgences pour un petit bobo, pour un petit bobo ressenti. C'est un aspect de ce volet, effectivement, la responsabilisation des Français. Au-delà de ça, on ne peut pas faire porter aux Français d'être responsables de cette situation dramatique dans laquelle est notre hôpital français, parce qu'il y a effectivement ne pas aller aux urgences pour rien. Et c'est vrai que le gouvernement en avait remis une couche l'année dernière en disant il faut passer par d'autres systèmes. Il y a quand même la pénurie de soignants, il y a le manque d'attractivité, il y a la rémunération, la valorisation aussi des soignants qui rentrent dans ce débat. Il faut tout remettre à plat. Effectivement, moi je pense qu'il faut remettre à plat. Il y a surtout des éléments intéressants qu'a dit effectivement le docteur Revue. Il expliquait, vous l'avez dit, mais c'est pas que la France, c'est les classements internationaux. En 2000, donnaient la France numéro 1. Et le dernier chiffre que j'ai, c'est de 2017, on était passé à la 15e place. Donc il y a bien une dégradation qui est absolument énorme. Et il a dit plusieurs éléments. Il parlait des soignants. Alors ça, je vous l'accorde, c'est pas Emmanuel Macron. Il y a tout le problème historique en France du numerus clausus. Et donc, au lieu d'avoir plus de médecins français, on va aller chercher, on va piller d'ailleurs les ressources humaines dans les pays de l'Est ou en Afrique, plutôt que de former plus de soignants chez nous, ce qui est une aberration, pour le coup, historique, et sur laquelle il faudrait évidemment revenir.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la question des moyens, et le docteur Revu a également parlé du nombre de lits. Et je rappelle tout de même que pendant le Covid, on nous avait dit c'est la guerre, on va mettre tous les moyens qu'il faut, vous allez voir ce que vous allez voir. Il parlait du nombre de lits. En 2020, 5700 lits supprimés. En 2021, toujours en pleine période de Covid, 4316 lits supprimés, plus de 20 000 lits supprimés pour le quinquennat Macron. Si on mène une guerre comme ça, effectivement, on n'est pas prêt de la gagner. Donc il y a cette réalité-là qui fait qu'on sous-investit dans la santé. Et c'est d'autant plus un problème qu'on est face à une population en France qui, je le rappelle, est vieillissante. Et donc, vous avez de plus en plus de personnes âgées. Qui dit plus de personnes âgées, dit plus de prise en charge. Ça me paraît évident. Et donc, il y a ce problème-là. Il y a de multiples problèmes. Formation des soignants, valorisation, vous avez raison. Et cette question du nombre de lits et de la prise en charge et des moyens de la santé. Encore une fois, je vais revenir, mais quand on regarde la gabegie de dépenses publiques, parce qu'il n'y a jamais eu autant de création de dette publique depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. On est à plus de 3 000 milliards. Il y a les 47 milliards d'euros du bouclier tarifaire complètement inutiles. On pourrait les investir, par exemple, dans la santé. Il y a l'aberration aussi d'avoir continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation depuis 2015, alors qu'on savait que l'inflation allait revenir. Ça coûte 15 milliards d'euros par an. Et si on calcule le coût latent, ça va être à plus de 50 milliards d'euros. Donc des dépenses inutiles, il y en a eu. Et on pourrait, plutôt que de faire des dépenses inutiles et la gabegie, effectivement investir notamment dans l'hôpital public, qui est une préoccupation majeure de nos compatriotes. Embrasse mes gens. Loin de moi l'envie de vous faire porter toute la responsabilité de cet État. Non mais, encore une fois, on se met à la place des patients que nous sommes déjà et de ces Français qui ont malheureusement affaire aux services d'urgence et qui voient cet État. On s'est souvent dit pendant le Covid... Il faudra tirer les enseignements de cette crise. Là, on est la tête dans le guidon, on assure et le personnel soignant a tenu à bout de bras et on le salue dès qu'on peut. Est-ce qu'on a vraiment tiré les enseignements? On a l'impression que le monde d'avant est revenu et puis que derrière, on n'a pas pris le temps de mettre en place, ou alors il nous en faudra encore plus pour redresser le niveau? Je crois que vous avez collectivement décrit une situation qui est la situation de la France depuis un certain nombre d'années, avec un sous-investissement dans l'hôpital, mais même de manière générale, un sous-investissement dans la médecine. Quand on voit... parler du numerus clausus, l'impact qu'il a eu, on parle de l'hôpital, mais on peut aussi parler des médecins généralistes. Moi, j'ai grandi en Ardèche, c'est pas le territoire avec le plus de médecins, et il y a beaucoup d'Ardéchois qui aujourd'hui sont privés de médecins parce qu'il y a des déserts médicaux. Donc on a un vrai sujet de sous-investissement qui a été chronique dans ce pays. On en fait tous le constat, et le Covid a permis effectivement de le mettre en lumière d'une manière bien trop radicale, mais qui en réalité a au moins eu ce mérite-là, si on peut en trouver un. Maintenant, on a des réponses qui sont des réponses de long terme, de moyen terme et de court terme. Sur le long terme, vous parliez du numerus clausus, on l'a supprimé. En 2018, il y a une réforme qui a mené la suppression du numerus clausus. On en verra les résultats, pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, à partir de 2028-2029, puisqu'il faut pas moins de 10 ans pour former un médecin, que évidemment cette suppression elle se fait progressivement, puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas former du jour au lendemain 1000, 3000, 4000 médecins de plus par an, donc ça va se faire progressivement, mais on va avoir aux alentours des années 2030 une recrudescence du nombre de médecins, ce qui permettra de faciliter la vie de nos concitoyens qui sont dans les territoires ruraux notamment. Ensuite, il y a une question d'attractivité du métier hospitalier de manière générale. Et là-dessus, là où je suis en désaccord, c'est qu'on a quand même investi massivement. Le Ségur de la santé dont on a tant parlé, c'était pas rien. C'était une augmentation à la fois des rémunérations des infirmières et des personnels soignants. C'était aussi un investissement fondamental sur l'hôpital en tant que tel, dans les matériels, dans les bâtiments, dans tout ce qui est nécessaire. Et puis, au-delà de ça, il y a des mesures qui sont plutôt des mesures de moyen terme qui ont été déployées, qui ne suffisent pas a priori, mais qui sont notamment la création d'assistants soignants qui vont permettre de venir en renfort. Il y en a 4 000, il y en aura 10 000 en 2024. C'est la possibilité de cumuler l'emploi et la retraite pour les médecins généralistes qui des fois reviennent pour aider, comme le font certains médecins qu'on a vus. C'est la 4e année d'internat pour les études de médecine. Donc vous voyez, en fait, les solutions sont multiples. Elles sont évidemment jamais suffisantes parce que quand on regarde l'État tel qu'on l'a vu dans la crise Covid, moi, je ne pense pas qu'on n'ait pas tiré les leçons. Je pense simplement que les difficultés sont tellement grandes que l'investissement ne suffit pas à compenser les difficultés qu'on rencontre. Et il ne faut pas se tromper de paramètres. Et là-dessus, je peux revenir sur une affirmation qui a été la vôtre. Autant on peut considérer que les infirmiers, les aides-soignants ne sont pas suffisamment payés, que les médecins ne sont pas suffisamment considérés, autant sur le nombre de lits, je vous invite quand même à ne pas utiliser cet argument parce qu'il n'est pas pertinent quand vous regardez l'évolution de la médecine. Le sujet du nombre de lits est un sujet qui est totalement annexe puisqu'on a beaucoup plus. En parler en tout cas. Non mais ça dépend du nombre de lits. Ça dépend de où on vous. Mais non mais regardez où sont fermés les lits. Ils sont fermés dans des secteurs dans lesquels on fait beaucoup plus d'ambulatoires. Donc la réalité c'est pas ça veut pas dire qu'il y a pas des endroits où il manque des lits, mais ça veut pas dire que parce qu'on ferme des lits
pendant une année, ça a un impact sur la qualité des soins. Le vrai sujet, c'est où est-ce 20 000 en un quinquennat, c'est pas une année où on ferme, oui, mais c'est par rapport au nombre de lits qu'il y a, c'est rien en comparaison. Et si on a une population vieillissante et on ferme des lits. Donc, au bout d'un moment, il y a une équation qui ne marche pas. Alors, pour le coup, si, puisque avec l'ambulatoire, il y a moins de besoins, même avec une population qui augmente. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le débat n'est pas totalement non pertinent dès lors qu'on regarde les services en tension. Et c'est là, effectivement, qu'il faut s'assurer qu'il y ait plus de lits pour accueillir plus de patients. C'est ça qui choque, c'est que les services en tension, on voit des gens sur les brancards, dans les couloirs, et donc là, c'est là qu'on fait le lien avec le manque de lits. Là, sur les images qu'on a vues, Arcachon, c'est 200 patients par jour. Si vous avez, ne serait-ce que le filtre dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les 15%, les 20% en moins, vous tombez déjà à 40 personnes de moins, ça facilite un peu le travail. Et si vous avez effectivement des personnels supplémentaires, c'est plus facile. Mais tout ça ne marche que si le métier est attractif et si on arrive à recruter suffisamment, ce qui est a priori pas encore le cas. Alors justement, on a vu ces chiffres aussi. 15% des étudiants en santé qui veulent faire médecine abandonnent le cursus en cours de route. Là, on se dit qu'il y a aussi un problème, même si on se doute que ça arrive dans plein d'autres formations. Mais ça veut dire que la formation elle-même en détourne certains qui se destinaient à ce métier-là. Là, ça fait peur, parce qu'on se dit il en faut des médecins. Donc si ceux qui sont partis pour lâchent l'affaire en cours de route, on creuse le fossé. Oui, là-dessus, mais très rapidement, je pense qu'on l'a effleuré à l'instant. C'est à la fois la question de est-ce que la reconnaissance est au bout du chemin. C'est aussi des études qui sont très difficiles. Moi, j'ai fait une classe préparatoire, mais j'avais des amis qui étaient en médecine en même temps, et le rythme est particulièrement élevé. C'est soutenu, c'est difficile. Et puis par ailleurs, il faut aussi considérer que les conditions dans lesquelles ils font leur stage parfois sont des conditions qui sont drastiques et aberrantes, et où parfois la rémunération n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre pour un étudiant en médecine. Donc il y a plein de sujets à travailler là-dessus. Et le vrai sujet, c'est l'attractivité, effectivement. Parce que si on n'arrive pas à recruter, on continuera à avoir les mêmes problèmes. C'est pour ça aussi que quand on entend parler d'une maternité qui ferme parce que pas d'obstétricien suite au départ en retraite, là aussi on se dit mais bon Dieu, c'est des données qu'on a, on sait le nombre de gens qui vont arriver, les départs à la retraite se planifient, se prévoient, le nombre d'admis au concours aussi. Ça paraît aberrant qu'on n'arrive pas à remplacer tous ces gens-là. C'est dramatique. Dans la France rurale, moi, je suis originaire de la Nièvre, il n'y a plus qu'une seule maternité. Dans la seule ville de Nevers, si vous habitez dans le fin fond du Morvan, vous avez 1 heure de route pour y aller. Enfin, on est dans une dégradation maximale, effectivement, du système de santé. Jamais vue, dit Patrick Pelou, qui est effectivement, et en particulier dans la France périphérique, qui est la France à chaque fois oubliée, qui est décimée d'un point de vue des services publics, et en particulier pour ce qui est des soins. La question de la rémunération, elle est clé. Quand on voit ce que gagne un médecin par rapport au nombre d'études, par rapport à la responsabilité qui est aussi de plus en plus grande, on comprend que ça puisse en démotiver plus d'un. Et vous parlez de ceux qui renoncent à leurs études de médecine, mais rien que dans les carrières scientifiques, et rien que pour parler des femmes, il y a 26% des femmes qui abandonnent leur carrière scientifique ou qui n'iront pas dans un métier scientifique alors qu'elles ont fait des études scientifiques. Tout ça, c'est des talents qu'on perd, des compétences qui sont perdues, et notamment dans l'activité médicale. Mais si la rémunération était juste, on ne serait probablement pas dans ce genre de situation. Et le gouvernement a fait des efforts importants pour revaloriser les salaires, mais vu la masse de choses qu'il y a à financer à l'hôpital, ça donne un effet de saupoudrage, et ça ne donne pas un sentiment fort de revalorisation et de reconsidération. Et c'était avant la forte poussée inflationniste, donc vous pensez que les augmentations ont été largement annulées par la hausse massive de l'inflation pour tous les Français, d'ailleurs pas uniquement les soignants. Mais il serait compliqué de choisir et de sélectionner une partie du corps médical en disant celui-ci on l'augmente de façon importante et puis les autres on les augmentera dans 1 an ou dans 3 ans. Mais non, mais c'est souvent ce qu'on fait en entreprise, avec des très faibles budgets pour motiver les gens. On décide de règles transparentes en disant telle catégorie de collaborateurs dans l'équipe sera augmentée, et puis, mais ne sera plus augmentée pendant 2 ans, et ensuite ce sera les autres. Ça donne un vrai sentiment d'augmentation par rapport au fait d'avoir quelques euros. C'est beaucoup plus compliqué, j'imagine, au niveau de l'hôpital, de demander aux gens d'accepter ce genre de règles qui paraît plus symbolique. On a ce chiffre, un salaire horaire. Un interne gagne 6,40 € de l'heure à Bac+7. Ça peut étonner. Même si, effectivement, tout le monde n'étant pas logé à la même enseigne, il y en a pour qui ce serait normal, mais c'est vrai que ratio études,
salaire insuffisant selon beaucoup d'entre eux. Avant 23h, on va prendre un peu de recul par les foot, si vous voulez bien, messieurs. C'est la saga de l'été. Kylian Mbappé a donc réintégré le Paris Saint-Germain après des discussions constructives et positives, d'après le communiqué du club. Alors, l'aventure de l'international français peut-elle se prolonger du côté de la capitale? Élément de réponse avec Théophile Arlot. Mbappé et le PSG, tumultueuse histoire d'amour. Le couple entre le club parisien et l'attaquant français a connu quelques remous depuis 2 mois. Le feuilleton commence en juin. Mbappé annonce au club qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Réaction immédiate de son président. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. Il s'agirait donc de promesses non tenues, confiance brisée, rupture imminente. Le 21 juillet, les 2 entités font un break. Mbappé n'est pas convié à la tournée parisienne au Japon. Il intègre le loft avec les autres joueurs indésirables. À défaut de pouvoir vivre une idylle avec son club, l'attaquant français séduit ses supporters. Merci Kylian, merci Kylian, merci. La position du joueur n'évolue pas, il souhaite rester sans prolonger. Celle du club non plus, le sujet est omniprésent. Yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador lleguen a un acuerdo. Recuerdo al presidente, la filosofía de este club es muy clara, el club está por encima de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos, y es una cosa que comparto al 100%. Mais ce samedi, enfin, la situation se décante. Le souhait d'Enrique pourrait bien être exaucé. L'arrivée d'Ousmane Dembélé est officielle. Mbappé ne manque pas l'occasion de lui souhaiter la bienvenue. Peut-être un premier pas fait l'un vers l'autre. Dans les heures qui suivent, on apprend que l'international français et son club de cœur parlent à nouveau prolongation. Le lendemain, Paris communique en ce sens. Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Impensable il y a quelques semaines, mais le couple Mbappé-PSG pourrait bien une nouvelle fois se rabibocher avant peut-être un premier voyage en commun cette année à Toulouse, samedi prochain. Charles-Henri Gallois, fin de la saga. Certains ont eu peur. Fin de la saga ou peut-être rebondissement à venir. Ça, on ne sait pas. Je pense, en tout cas, il parlait de bras de fer. Le PSG se vantait de remettre l'institution au centre. Il s'avère en réalité que c'est Mbappé qui a gagné la bataille et qui dicte ses conditions. Et pour ma part, en tant que fan de l'OM, ça m'amuse à chaque fois de voir le cirque estival du PSG. Donc c'est assez amusant quand on n'est pas supporter du PSG de regarder ça de l'extérieur et de voir la saga permanente, Mbappé, Neymar, Verratti. C'est à chaque fois assez amusant. Si on se détache de ce côté Paris Saint-Germain, si on reste sur le joueur Mbappé, ça veut dire que vous n'auriez pas vu ça d'un mauvais œil, qu'il s'en aille à l'étranger, par exemple? Pour la Ligue 1 et la valorisation de la Ligue 1, après avoir perdu Messi et là Neymar, et je sais qu'il y a bientôt la renégociation des droits télé, c'est mieux d'avoir Mbappé. Après, pour la carrière personnelle de Mbappé, s'il veut passer un cap, le Real Madrid est quand même l'un des plus grands clubs du monde, donc ça, le choix lui appartient. Mais en vérité, moi, je suis surtout focalisé sur le match de demain de Marseille contre le Pana. On vous rappelle demain. Ambroise Méjean. Bon. Moi, je suis supporter lyonnais, donc je regarde ça comme c'est des problèmes de riches. Moi, j'aurais préféré que Castello-Luqueba reste à Lyon plutôt que d'avoir à le voir partir. Non, mais plus sérieusement sur Mbappé, je pense que... Non, il ne part pas en Arabie Saoudite, c'est ça que ça veut dire déjà. Oui, non, mais vous l'avez dit très justement, je pense qu'il y a un avantage en tant que supporter de club de foot en Ligue 1, c'est de voir Kylian Mbappé jouer dans le championnat. Après, un inconvénient, c'est qu'à un moment, il faut l'affronter dans la saison, mais l'avantage, c'est quand même qu'on le voit et c'est quand même à un an de l'Euro. C'est quand même quelque chose d'extrêmement positif pour le championnat français, puis même pour nous de l'avoir à proximité. Après, tant mieux pour lui, pour le PSG, s'ils sont parvenus à un accord. À la fin, sur sa carrière personnelle, je suis d'accord avec vous là aussi, ça sera à mon avis mieux qu'il puisse partir pour évoluer au Real Madrid et pouvoir peut-être gagner une Ligue des Champions, ce qui n'a pas l'air d'être le cas au PSG. Et je pense que je fais plaisir à mon voisin en le disant. Et là, Frédéric Faugerat m'a dit qu'il va me dire qu'il supporte le club de Lens. Mais non, moi je ne supporte... Ou Rennes. Moi je supporte personne. Voilà. Non, moi j'ai un regard de communicant. Oui. Oui. C'est un peu mon rôle, alors en même temps... Il y a de quoi faire là. Je vais faire le job. Mais je ne suis pas certain que ce soit un coup gagnant pour Mbappé. En fait, c'est un coup gagnant pour les deux, parce que le PSG, quand même, c'est une grosse perte de perdre
et ça aurait été une grosse perte de perdre Mbappé et de perdre Neymar. Surtout qu'on se doute que Mbappé reste, d'autant plus qu'entre-temps, on apprend le départ de Neymar. Non ? Eh bien, je ne suis pas certain, parce que moi j'ai le sentiment que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans la guerre entre les deux et qu'elle n'est pas si importante que ça. Mais en tout cas, on parle du jeu. Si on post-rationalise le sujet, effectivement, le départ de Neymar peut donner le sentiment que ça permet à Mbappé de rester. Vous n'avez jamais senti Mbappé frustré d'avoir Neymar ? C'est possible, pas loin derrière, c'est possible, mais je pense que les réseaux sociaux et l'humeur derrière... Parce que vous ne donnez pas trop d'importance aux réseaux sociaux. C'est intéressant parce que ça fait partie des conditions qui avaient été posées de manière plus ou moins directe ou indirecte par Kylian Mbappé, qui disait notamment qu'il souhaitait avoir plus d'internationaux français autour de lui, et on le voit avec le recrutement d'Ousmane Dembélé, notamment qui vient du Barça, ou avec Lucas Hernandez, qu'il y a un début d'écoute du Paris Saint-Germain, et effectivement, être le seul à être visible, en tout cas dans ce qui a été dit de manière indirecte, on ne sait pas si c'est la réalité, mais en tout cas on constate que le Paris Saint-Germain a suivi un peu les demandes qui étaient formulées par Kylian Mbappé indirectement. Et si on peut dire un mot sur le départ de Neymar, oui. Je le trouve intéressant parce que... Enfin, intéressant, il n'y a pas de jugement. À 31 ans, il pense à son avenir. Donc en fait, il essaye de se recaser. Alors il y a beaucoup de gens qui, avec son revenu, on parlait des revenus des médecins tout à l'heure, ne se sentiraient pas très en danger pour leur avenir. Lui, avec sa vision et son écosystème, c'est ce à quoi il pense. Et le fait d'être, j'ose dire, acheté par l'Arabie Saoudite, ça lui garantit un avenir à long terme. Et c'est un énorme coup de l'Arabie Saoudite, pays dont on pourrait apprendre beaucoup sur la communication, et qui façonne petit à petit son image, notamment en achetant des stars de foot comme Neymar, et qu'ils vont savoir utiliser, exploiter. Sauf qu'évidemment, c'est un changement de carrière pour tous ces joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. À 40 millions par an, je pense qu'ils pouvaient aussi voir venir. Ouais. Bon. Autre débat. On vous réinvitera pour parler foot. On n'a plus le temps d'en parler ce soir. On passe la parole à Simon Guillain qui est de retour à 23h. On vous laisse la parole, Simon, pour l'essentiel des titres de l'actualité. Et à la une, ce soir à 23h, plus de 3000 personnes ont été évacuées de plusieurs campings dans les Pyrénées-Orientales en cause d'un violent incendie qui a déjà détruit plusieurs centaines d'hectares. Et ce soir, les flammes menaçaient les habitations de 3 communes, Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer. Quelques 550 pompiers sont mobilisés sur place, ainsi que 8 avions Canadair et 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Dans le reste de l'actualité, ce décès à Lisieux dans le Calvados qui interroge. Le proviseur du collège Pierre-Simon de Laplace a été retrouvé mort dans son établissement vendredi. Et une autopsie a été réalisée sur son corps aujourd'hui et elle n'exclut ni l'intervention d'un tiers ni une cause naturelle de ce décès. Des analyses complémentaires ont donc été requises pour déterminer la cause de la mort de cet homme de 48 ans. L'exaspération des usagers du RERB, conséquence de la fermeture d'une partie du tronçon de la ligne en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais heureusement, un dispositif de bus de substitution a permis de limiter la galère des usagers ainsi que des touristes. Et on va écouter à ce sujet le ministre des Transports, Clément Beaune, qui s'est exprimé aujourd'hui. Avoir fermé à la circulation le tronçon nord du RERB pendant 3 jours, c'était une nécessité, c'était totalement inédit avec cette ampleur et pour répondre le mieux possible aux difficultés qu'engendre évidemment la fermeture des transports publics, nous avons mis les services de l'État, la SNCF, les opérateurs de transport, la région Île-de-France, en place un dispositif de substitution qui là aussi est totalement exceptionnel et totalement inédit par son ampleur. C'est 1000 chauffeurs qui sont mobilisés, ce sont 600 bus qui viennent de toute la France pour apporter ce soutien auprès de 200 000 personnes qui habituellement, une veille de 15 août, utilisent le RERB et qui en ont besoin pour leur vie quotidienne, pour aller au boulot parce qu'ils n'ont pas le choix et à qui on doit aussi ce service public. Et enfin, aux États-Unis, l'archipel américain d'Hawaï a été frappé par des incendies d'une extrême violence la semaine dernière. Au moins 93 personnes ont perdu la vie, mais le bilan pourrait encore malheureusement s'alourdir dans les prochaines heures. Seule une petite partie de la zone a pu être inspectée par les autorités et sur place, les habitants décrivent des scènes apocalyptiques et certains ont malheureusement tout perdu. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. Vous retrouvez Barbara Klein et ses invités pour la suite et la fin de Soir Info. Merci beaucoup Simon Guillain. Je vous repasserai la parole un peu plus tard pour l'édition de la nuit. On va évoquer à présent ce qu'on a compris dans les colonnes du Figaro aujourd'hui, que Gérald Darmanin y pensait en se rasant. Je parle évidemment de la présidentielle de 2027. Je vous propose de réécouter à ce sujet l'édito de Judith Weintraub dans Face à l'info. C'était tout à l'heure sur notre antenne et on en discute juste après.
on parle de Gérald Darmanin qui dévoile ses ambitions présidentielles dans le Figaro aujourd'hui. Qui dévoile. Alors, Gentil, parce que ça se dévoile. voyait En à tout l'œil cas, nu. c'est un petit peu plus, plus affirmé. On sait que Gérald Darmanin aurait bien aimé déménager de Beauvau à Matignon. Bon, ça ne s'est pas fait. Du coup, il regarde vers 2027. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt, ça? Alors, c'est vrai que 2027, ça fait quand même très, très, très loin. Hein. C'est long, comme disait la marionnette Chirac, et je ne dirai pas de gros mots ce soir. C'est long pour donner le coup d'envoi de ce qui est en fait la campagne officielle à l'intérieur de la sphère macroniste pour succéder à Emmanuel Macron. Alors, pourquoi fait-il ça? D'abord pour prendre de vitesse ses concurrents déclarés ou supposés. Édouard Philippe, il entretient un suspense sur sa participation, même si on sait qu'il fait absolument tout pour s'y préparer. François Bayrou nous a rappelé qu'il est toujours prêt à se présenter, mais il ajoute qu'il faudra être un zozo, ça c'est son terme à lui, pour parler aujourd'hui de la présidentielle. Et Bruno Le Maire nous explique dans Paris Match qu'il a pris des distances avec l'ambition. Donc rien n'est plus pareil, mais tout demeure néanmoins. Ils pensent tous qu'il est urgent d'attendre, tous sauf Gérald Darmanin. Alors, le rassemblement qu'il organise le 27 août dans son fief de Tourcoing, avec 400 participants annoncés, 90 parlementaires, plusieurs ministres, ça ressemble quand même énormément à un meeting de lancement de candidature. En fait, ce que fait de Gérald Darmanin, c'est appliquer le principe de son mentor, Nicolas Sarkozy. Le pouvoir ne s'hérite pas, il se prend. Sauf que Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à installer son poulain à Matignon, jusqu'ici. Non, il aurait bien aimé. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même était tenté. Quant à Gérald Darmanin, il a fait une campagne absolument effrénée. Mais le président a fait ses calculs. Remplacer Elisabeth Borne par Gérald Darmanin n'aurait pas apporté au gouvernement la vingtaine de voix de droite qui lui manque à l'Assemblée nationale pour disposer d'une majorité. En revanche, ce nouveau virage à droite aurait pu faire perdre des plumes à son aile gauche, qu'Emmanuel Macron ne peut absolument pas se permettre. Alors Gérald Darmanin assure que sa boussole populaire plaît aussi à gauche. Il n'est pas crédible quand il parle de social, selon vous? Et il a pour lui ses origines. Sa mère était femme de ménage, il nous l'a assez rappelé pour qu'on s'en souvienne. Et puis là, ses combats électoraux gagnés dans le Nord, dans une terre difficile. Il faut lui reconnaître aussi une grande constance. Rappelez-vous ce qu'il disait fin 2019. Il manque sans doute autour d'Emmanuel Macron des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Il a d'ailleurs promis des saucisses et des frites le 27 août à Tourcoing. Ça, je le dis tout spécialement à Olivier. Qu'on mangera donc avec les doigts. Avec les doigts. Si j'ai bien compris. Oui. Il tenait le même discours, en fait, quand il était de droite aux dirigeants des partis de la droite. Et au ministre de l'Intérieur, il faut aussi lui reconnaître qu'il a fait preuve de lucidité sur la demande d'ordre et de sécurité des Français les plus modestes. Quitte d'ailleurs à mettre Elisabeth Borne en difficulté quand il prend sur lui de valider les déclarations du directeur général de la police contre la détention provisoire des policiers. On sent bien dans ses propos du Figaro qu'il la fragilise, Elisabeth Borne. Oui, il ne la nomme pas, mais il la cible directement quand il dit, je cite, « Il ne faudrait pas que l'on remette notre avenir entre les mains de la technique et des techniciens en utilisant des mots que les Français ne comprennent pas toujours. » Elisabeth Borne est pro-européenne et a toujours refusé de remettre en cause nos accords internationaux, notamment en matière d'immigration. Quand Gérald Darmanin prédit que si le prochain candidat du camp macroniste fait allégeance aux, je cite toujours, jurisprudence et aux marchés internationaux, Marine Le Pen sera élue. Il parle de 2027, bien sûr, mais il parle aussi d'aujourd'hui. Alors, Gérald Darmanin affirme qu'avant d'annoncer le grand raout qu'il va organiser à Tourcoing le 27 août, il a demandé et obtenu l'aval du président. Il se revendique même ultra loyal vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On sait que la Première ministre n'a pas été reconduite dans l'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Son ministre de l'Intérieur se sent donc d'autant plus à l'aise pour lui faire la leçon. Il va lui expliquer quelle politique il mènerait, lui, pour reconquérir ce qu'il appelle le nouveau prolétariat. Il énumère les employés, les petits commerçants, les mères célibataires, les caissières. Pour une femme de gauche comme Elisabeth Borne, c'est un vrai camouflet.
Emmanuel Macron pourrait lui aussi se sentir visé. Du coup, question Judith, Gérald Darmanin peut-il se permettre d'aller au clash avec le président de la République? Mais écoutez, il est habile parce qu'en se présentant comme un rempart au Rassemblement national qu'il voit tout près de conquérir le pouvoir, en fait, il dit tout haut ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas. On ne sait pas si Emmanuel Macron adoubera l'un des prétendants qui serait quand même peu ou prou de lui. Mais on sait une chose, il craint par-dessus tout d'être le président qui aura ouvert les portes de l'Élysée à Marine Le Pen. C'est sa hantise, c'est son obsession, il en parle à tous ses visiteurs. Donc pour le moment, il dit banco à Gérald Darmanin. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, si tu penses que tu peux y arriver, essaie. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Aucun discours social, aussi habile soit-il, ne compensera un échec en matière de sécurité et d'immigration. Et le premier flic de France a beau refuser de se cantonner aux régaliens, il sait que c'est d'abord sur ce terrain qu'il sera jugé. Si le projet de loi immigration est adopté grâce au 49.3, ou pire encore, s'il n'est pas adopté du tout, si le gouvernement renonçait à le présenter faute de majorité, et surtout si Gérald Darmanin n'obtient pas de meilleurs résultats en matière de lutte contre la délinquance, eh bien, son discours social, aussi vibrant soit-il, ne convaincra personne. Voilà pour les ambitions présidentielles de Gérald Darmanin. J'avais posé la question à Julie Weintraub. 2027, c'est encore loin. Il y a 4 ans à tenir. Est-ce qu'il ne s'est pas lancé un petit peu trop tôt? Alors 4 ans, c'est super loin. Mais est-ce que la question, c'est pas plutôt, est-il vraiment en train de lancer sa campagne pour l'élection présidentielle, ou est-ce qu'une campagne ne peut pas en cacher une autre? Et s'il a loupé Matignon il y a un mois, est-ce qu'il n'est pas en train de chercher à devenir incontournable pour remplacer Madame Borne dans quelques mois, je vais dire quelques semaines, c'est un peu méchant et injuste, mais dans quelques mois, je pense que Madame Borne a été nommée en prolongation, mais pas sur une vision long terme. En tout cas, être ministre de l'Intérieur, c'est plutôt favorable pour être candidat et se faire élire président de la République. 1954, ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Il a été que 7 mois, mais 14 ans de présidence de la République. Et on se souvient davantage de Nicolas Sarkozy, qui, après ministère de l'Intérieur, est devenu chef de l'État, alors que Premier ministre, c'est plutôt pas une bonne marche pour arriver à l'Élysée. Donc il faut qu'il réfléchisse bien. Mais parce qu'en général, on est justement nommé par le président de la République, qui nomme son principal rival, Premier ministre. C'est plus facile de peut-être lui faire abandonner la course. Cela a fait partie effectivement de la stratégie de certains présidents. Donc c'est du billard à 12 secondes là. Mais il y a un moment, il y a des personnalités qui s'imposent et vous êtes un peu obligé de les prendre dans un poste et souvent à Matignon. Monsieur Darmanin n'a pas été pris cette fois-ci parce qu'il n'allait, ça vient d'être dit, il n'allait pas permettre de rassembler une majorité absolue, voire il risquait éventuellement par sa personnalité, son parcours, son discours, de faire perdre à la majorité quelques parlementaires. Peut-être que dans 6 mois, ce ne sera pas la même chose, et que peut-être il a un coup à jouer. Alors peut-être voit-il un coup à plusieurs bandes, mais une campagne peut en cacher une autre. D'accord. Est-ce qu'on rassemble 400 personnes comme ça dans des élus pour une campagne pour Matignon? Non, mais il peut afficher et motiver ses troupes dans une perspective tout en ayant d'autres intentions. En communication, ce qui compte, c'est l'intention. Mais l'intention, on ne l'affiche pas nécessairement. C'est le résultat et la vision vers laquelle on se dirige. Communication, c'est le message qui compte aussi quand même un peu. Hein, le contenu, le content is king. C'est le message qui compte. Attention, en bon français, ce serait le contenu est roi. Charles Gallois. Ça tombe bien de parler de messages, parce que moi, quand je vois en fait Gérald Darmanin, j'ai l'impression d'un sous-Karcher et d'un disque rayé. C'est-à-dire qu'il veut nous refaire le coup de Nicolas Sarkozy. Il dit en creux, je vais être le barrage à Marine Le Pen et je vais faire baisser le Rassemblement national comme Nicolas Sarkozy avait fait baisser le Front national. Sauf que Nicolas Sarkozy, il avait promis le Karcher et les gens ont vu qu'il n'y avait rien du tout. Et le grand problème de Gérald Darmanin, c'est qu'il va devoir défendre un bilan, et ça a été dit dans l'extrait qu'on a vu avant, un bilan en termes notamment de sécurité et d'immigration. Or, tout le monde se rappelle du mensonge d'État énorme du Stade de France. Enfin, dans plein d'autres pays, c'est un ministre qui aurait dû démissionner, en réalité. Et on regarde aussi les chiffres. J'en ai parlé au début de l'émission, les chiffres des agressions qui explosent en France, qui devient une sorte de France orange mécanique. Et sur les chiffres de l'immigration, il peut parler beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autant d'immigration en France
que ces dernières années, on est à plus de 500 000 entrées légales par an. Et donc, Gérald Darmanin, il a ce bilan-là à défendre. Et avec ce bilan-là, ça va être encore plus dur de refaire le coup du Karcher. C'est-à-dire que Sarkozy a pu faire illusion. Là, je pense que les Français, et notamment ceux qui votent Front National, enfin Rassemblement National, ou qui sont en l'abstention, je ne les vois pas du tout se faire avoir. On peut avoir les gens une fois, c'est beaucoup plus difficile de les avoir deux fois. Donc ce bilan qui est très mauvais de mon point de vue au niveau sécurité et immigration, évidemment, il va le payer. Et cette posture, quelque part, quand on parle de communication, le message est clé. Quand le message est en décalage complet avec les actes, avec les chiffres, c'est un petit peu plus compliqué. Le message, il n'est pas forcément en décalage avec la personne. Et je ne parierai pas sur sa candidature, en tout cas pas 4 ans avant. Mais il est beaucoup plus populaire que certains autres candidats. Ça peut lui donner un avantage. Il est souvent ses origines sociales en avant qui vont plutôt dans ce sens-là. Ambroise Méjean, serez-vous des frites et des saucisses à partager le 27 août à Tourcoing? J'ai beaucoup de sympathie pour le ministre de l'Intérieur, donc si je reçois une invitation, je m'y rendrai avec plaisir, parce que je considère qu'il a un intérêt dans cette majorité présidentielle. Ça a été dit par Judith Ventrobe, il y a quelque chose de différent chez Gérald Darmanin, qui est une volonté d'incarner cette fibre sociale, mais qui n'est pas juste une incarnation politique. Ça pourrait être, il y en a qui parlent de social, mais qui en réalité n'en connaissent pas le début. Gérald Darmanin, il faut quand même rappeler son parcours. C'est quelqu'un qui a été élu maire de Tourcoing en 2014, qui a pris une ville qui était une ville de gauche depuis des dizaines d'années et qui a réussi à gagner cette élection et qui, à chaque fois qu'il se représente dans sa ville de Tourcoing, est réélu. Et il faut aller voir à Tourcoing, moi j'y suis allé à plusieurs reprises, Gérald Darmanin est reconnu pour sa gestion, mais aussi pour sa capacité à comprendre ce que vivent ses concitoyens et les habitants de la ville. Et je pense qu'il a là-dedans un véritable plus à apporter à notre majorité, qui est complémentaire avec... moi, je travaille très bien avec la Première ministre, donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que je pense que ce qu'il fait, sa démarche, au-delà des questions de est-ce que c'est pour être président de la République, Premier ministre, c'est pas, ça, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pose un seul critère pour 2027 en tant que macroniste et président du mouvement de jeunesse d'Emmanuel Macron, c'est que le candidat de 2027 soit attentif à la notion de dépassement politique, qu'il continue à dire qu'il faut dépasser les clivages. Et donc, je juge toutes les opportunités de la majorité, tout ce qui est fait dans la majorité, au regard de ce filtre-là. Et quand j'entends le discours de Gérald Darmanin, qui est un discours qui se veut social sur le terrain économique, et qui se veut en même temps ferme sur le régalien, j'ai la sensation d'avoir un discours qui est un discours de en même temps qui me parle. Et donc, dès lors qu'il me parle, ça me convient. Mais comme il y a d'autres personnes dans la majorité qui développent ce discours-là, en tout cas, c'est important qu'il l'ait. Et je pense que cette initiative a du bon. Encore faudra-t-il, pour être couronné de succès et bien de remplir les objectifs, vous l'avez dit, en matière d'immigration et de sécurité. On va terminer là-dessus en parlant du Champ de Mars, où il y a 2 semaines, une affaire de viol avait éclaté. Et depuis se pose la question de la sécurité de ce haut lieu touristique. Notre équipe est allée sur place suivre la police et aller à la rencontre des touristes et des riverains. Reportage de Jules Bedeau avec Sarah Varny. Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le Champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs. TI 08 Alpha, sur place, Champ de Mars, Tour Eiffel, je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue. Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la Tour Eiffel. L'objectif, être visible, informer et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes. On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout. Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur, mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça. Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé, notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé et sa marchandise saisie. Là, ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas des gens qui vont agresser les touristes, ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie de ce qui n'est pas autorisé sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance. En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité. Voilà, des moyens qui sont déployés, là encore une fois, dans la perspective des grands événements aussi que va accueillir la France, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, évidemment. L'année prochaine, je voulais vous faire entendre la préfète directrice du cabinet du préfet de police de Paris.
Aujourd'hui, c'est un escadron de gendarmes mobiles qui travaille, là aussi, pour lutter contre tous les faits de délinquance, que ce soit les vols à la tire, les vols avec violence, mais également lutter contre tout type de délinquance. Je pense aux ventes à la sauvette, aux escroqueries de type jeu de bonneteau qui malheureusement fleurissent sur ce type de site si on n'est pas là pour les en empêcher. Il y a plus de 24 000 évictions qui ont eu lieu depuis le début de l'année, 9 tonnes de matériel qui ont été saisies et détruits et plus de 3 000 verbalisations qui sont intervenues depuis le début de l'année sur ce seul site de Tour Eiffel, Champ de Mars, Trocadéro. On a un plan dit zéro délinquance qui a été déployé à la demande du ministre, qui se déploie depuis novembre de l'année dernière et qui va monter en puissance progressivement jusqu'au moment des Jeux Olympiques. Il se traduit par la mise en place d'opérations coup de poing. Au moment des Jeux Olympiques, il faut avoir en tête qu'on va à peu près multiplier par 3 le nombre de patrouilles antidélinquance à la faveur des Jeux Olympiques. Avec par exemple dans les transports en commun, il y aura 600 patrouilles par jour qui seront là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de tous ces visiteurs qui viendront à l'occasion des Jeux Olympiques. Voilà, on se réjouit d'entendre un plan zéro délinquance. Dans les faits, pour l'instant, on n'y est pas encore complètement. Il y a évidemment cette zone très touristique et on sait que la délinquance et les agressions surviennent plus quand la population est plus dense. Mais il y a d'autres problèmes dans la capitale. On n'est pas encore à cet objectif zéro délinquance. On passe méchant. Et il reste non, en effet, mais on est à un an des Jeux Olympiques et je crois que comme la directrice de cabinet du préfet vient de le rappeler, il y a des dispositions qui vont rentrer en vigueur à partir des Jeux Olympiques et voire même à partir de la Coupe du Monde de rugby à partir de septembre. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois qui autorise de nouveaux dispositifs, notamment la vidéosurveillance algorithmique, qui n'est pas de la reconnaissance faciale comme certains ont voulu le dire, mais qui est un dispositif qui permet aux caméras d'anticiper et de suspecter des activités illégales et donc de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir beaucoup plus rapidement. Ça sera mis à disposition de nos forces de l'ordre à partir de la Coupe du Monde de rugby. Donc il va y avoir, au-delà des moyens de police qui sont déployés et qui ont été rappelés à ce moment-là, il va y avoir aussi des moyens techniques. C'est important parce que pour que les Jeux Olympiques se passent du mieux possible, il faut aussi qu'on ait tous les moyens mobilisés. Peut-être un point qui n'a pas été abordé, c'est qu'il faut que tous les moyens de police soient mobilisés, y compris les moyens de police municipaux. Pardon de le dire, mais dans la capitale, on a mis, je crois, plus de 10 ans à convaincre Anne Hidalgo qu'il était nécessaire d'avoir une police municipale. Alors elle a changé d'avis en prétextant un prétexte un peu futile, mais elle a changé d'avis, c'est une bonne chose, et tant mieux, il faut le saluer. Cette police municipale se met en place, mais maintenant faut-il qu'elle monte en compétences et surtout qu'elle monte en nombre de policiers mobilisés, et on en a besoin parce que évidemment qu'ils n'assurent pas les mêmes services, mais en termes de surveillance et de présence policière, c'est important qu'elle soit là pour épauler la police nationale qui fait déjà un travail exceptionnel, je crois, dans ces endroits-là, au regard du taux de délinquance potentielle qu'il y a avec le nombre de touristes. Et on précise aussi que dans ces zones-là, ce sont beaucoup de mineurs isolés qui sont recensés depuis déjà quelques années, précisément autour du Trocadéro. C'est un problème qu'il va falloir résoudre. Effectivement, quand on voit, je veux dire, normalement, la Tour Eiffel, pour l'image de la France, c'est n'importe quel touriste international qui vient à Paris, vient à la Tour Eiffel et vient sur le Champ de Mars ou à minima au Trocadéro. Et je peux vous garantir que quand on se balade la nuit avec tous les vendeurs à la sauvette, les gens qui vont vendre des boissons et autres, c'est une image qui est absolument catastrophique. Vous êtes rassuré de savoir qu'il y aura plus de moyens, notamment de vidéosurveillance, pour tenter d'éradiquer ces fléaux-là ? J'attends de voir si c'est fait. Au contraire, c'est très bien, il faudra le saluer, mais toujours est-il qu'on n'y est pas. Il y a eu, vous en avez peut-être parlé, mais un viol récemment au Champ de Mars. C'est vous dire le sentiment d'impunité totale et d'horreur qui se déroule là-bas. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est très rapide pour dire aux bouquinistes qui, à mon sens, représentent l'image de Paris et qui ont un certain attrait pour les touristes, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté les bouquinistes pour les JO de Paris, mais pour les vendeurs à la sauvette qui vendent des babioles fabriquées en Chine. On s'y attaque aussi un petit peu. En tout cas, c'est prévu. J'invite les gens à y aller. Pour le moment, on n'y est pas. Et ce contraste en fait entre la guerre faite aux bouquinistes et ce qui se déroule au Champ de Mars, moi, m'interpelle et je pense qu'il interpelle beaucoup de Français. Le mot de la fin. Un peu étonné par le discours de la directrice de cabinet du préfet. On parle d'agression, on parle de viol. Elle répond jeu de bonneteau et vendeur à la sauvette. Je suis désolé, il y a un léger décalage entre le discours et la réalité des faits. Après, on parle de mettre en place des dispositions nouvelles de la technologie.
Des outils. Tous les Parisiens connaissent ce qu'on appelle les petites voleuses, ces bandes de jeunes filles ou jeunes femmes. Voilà, ou mineurs isolés, qui sont au Trocadéro comme sont dans le métro parisien aussi. Les petites voleuses, c'est toujours les mêmes. Elles sont 10, 15, 20. Elles sont arrêtées plusieurs fois par jour par la police, donc il n'y a pas besoin de technologie pour les identifier. Et on les retrouve tous les jours, depuis des années. Elles doivent plus être mineures au bout d'un moment. Et à quel moment l'adjoint à la sécurité de Paris, le président de la RATP, c'est un ancien Premier ministre. Le préfet de police de Paris, c'est un ancien ministre. Le vice-président de la région en charge de la sécurité, c'est un ancien grand flic. À quel moment tous ces gens-là se mettent autour de la table en disant maintenant, stop, on arrête. Et j'ai le sentiment que ce moment n'arrive jamais. Et finalement, on laisse couler. Donc on met des moyens, ok, super les moyens, on met de la technologie. Mais non, à un moment, il faut que tous les acteurs, et pas que chacun se dise, non, c'est pas l'État, non, c'est pas la commune, non, c'est tout le monde. Les transports, la ville, la région, le gouvernement, la préfecture, tout le monde se met autour de la table et dit maintenant c'est stop, on arrête. Quelle décision on doit prendre pour que ça s'arrête? Je pense que ça commence par là. La volonté politique, à mon avis, elle n'y est pas. Entièrement d'accord. On en revient à ce qu'on disait au début, laxisme, impunité, on est en plein dedans. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Soir Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Simon Guillain pour l'actualité et puis l'info qui continue sur CNews. Je vous retrouve pour ma part demain. Très bonne nuit à tous.